François Introville, je suis lorrain, donc c'est loin d'ici. Hein. Personne n'est parfait. Je vais dans toute la France, je suis lorrain, mais j'ai une particularité, on est proche de l'Allemagne et du Luxembourg. Dans la période actuelle, je vous garantis que ça peut aider. Ça peut même aider fortement, parce que le Luxembourg va plutôt très bien, et l'Allemagne aussi. Et ça tire notre région. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'une grosse partie des gens travaillent en Luxembourg et en Allemagne. Moi, j'ai 80 000 personnes qui vont travailler en Luxembourg et en Allemagne. C'est vous dire que la région se vide de compétences puisque les gens gagnent 20% de plus net d'impôts, en moyenne, juste pour situer. Et l'image du Luxembourg, c'est que les banques, hein. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est l'image qu'on veut bien raconter parce qu'on est un peu jaloux. En fait, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est un tout petit pays, hein. Ça, c'est pas comparable, c'est 250 000 habitants, ça me fait penser à quelque chose qui ressemble ici, hein, en termes de densité. 250 000 habitants qui tirent aussi de l'industrie avec des choses significatives. Moi, je suis consultant en relations sociales, et forcément on touche au management, puisque derrière la relation sociale, la question du management se pose. Mon métier, c'est en gros 4 domaines d'intervention. Le premier, c'est tout ce qui touche la négociation sociale, et comme vous êtes tous des, entre guillemets, contraints, pour une grosse partie d'entre vous, dans votre métier, de négocier pour sauver votre marge, votre peau, et assurer votre avenir, la négociation sociale a une particularité par rapport à la négociation commerciale, c'est que la négociation commerciale, on sait que l'autre pourrait être intéressé par nos produits. Dans la négociation sociale, c'est pas sûr. On peut avoir un type qui ne veut pas acheter. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc négociation sociale. On apprend beaucoup, quand on accompagne de la négociation sociale, de la qualité du management et de la capacité d'avoir un patron qui est un patron, parce que là, ça se voit. Parce que quand il pétoche, ça se voit. Ça se voit bien. Donc, premier sujet, négociation sociale. Deuxième sujet, encore plus intéressant, c'est le conflit social. Je ne vais pas vous foutre la chkoumoune, mais quand c'est arrêté chez vous et que vos gars ils s'arrêtent et qu'ils ne sont pas d'accord, c'est un choc thermique assez développé. C'est-à-dire que c'est quand même très difficile de se trouver dans une situation où les types posent le travail en disant on n'est pas d'accord, on s'arrête, on est en grève. Donc moi je travaille sur des conflits sociaux, beaucoup, et là la qualité du management c'est un sujet clé. Souvent on ne voit pas venir. Premier sujet, comment c'est possible qu'on n'ait pas vu venir? C'est impossible de ne pas voir venir. Aujourd'hui, tous les conflits, on ne les voit pas venir. Et deux, quand on me réveille dans la nuit pour me dire est-ce que je vous dérange, ça vous montre dans quel état est le pauvre type qui m'appelle, il me dit en général 3 choses. Pas 4, 3. Il me dit 1, avec tout ce que j'ai fait pour eux, me faire ça à moi. Ça relève de la psychiatrie, ça. Hein. C'est-à-dire, il y a une espèce de rapport avec les salariés de dépendance. D'accord. La deuxième chose qu'il me dit, ils font grève et c'est pas le moment. Si vous voulez m'indiquer quand est-ce que c'est le moment. Bon. Et la troisième chose qu'il dit, ce qu'il demande, on a chiffré, c'est n'importe quoi, c'est énorme. Alors, il y a une règle de base dans un conflit social, ce qu'il demande n'est jamais la raison pour laquelle ils sont en grève. Donc, si vous cherchez la raison de la grève dans ce qu'il demande, il n'y arrivera pas. Donc, la grève, le conflit, le moment difficile où on va voir si on a un patron, si on a une équipe de direction. Là, on va le voir. Parce qu'on ne peut pas faire semblant là. C'est trop difficile. Et là, on est dans une relation. Est-ce qu'on est capable de construire une relation solide? Troisième métier, j'accompagne l'entreprise dans tout ce qui est logique sociale. Et le dernier point, j'accompagne des opérations compliquées. Alors vous êtes ici, je parle avec des gens qui sont dans le développement. On fait des choses fusion-acquisition, des choses un peu d'accompagnement humain et social de fusion-acquisition, des équipes de management qu'on rapproche. Mais on fait beaucoup de fermeture de sites et des choses extrêmement difficiles d'un point de vue humain. Le type qui doit annoncer que l'usine est terminée, quand les types ont 25 ans d'ancienneté, il n'est absolument pas préparé à faire cet exercice-là. Et ce n'est pas la qualité du PowerPoint qui va changer la situation. Là, c'est la dimension humaine de je suis contraint de faire quelque chose de très difficile, comment je vais le faire pour qu'il y ait le moins de casse possible, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc ça, c'est mon environnement, mon monde, dans une région qui a peut-être eu une crise d'avance, puisqu'en Lorraine, on a eu l'effondrement de la sidérurgie, qui fait que, quand je fais le tour ici et que je vois cette belle aciérie qui se développe, ça me fait chaud au cœur. Ça va pas très bien avec le paysage quand même. Hein. Quand on va à Biarritz, les vacances, la mer, le truc, et qu'on voit l'aciérie qui crache du feu, là on se dit il y a une erreur de casting ou quoi. Bon. Mais ceci dit, c'est une superbe industrie et je trouve intéressant le développement, puisqu'ils sont en train de construire un minoir, c'est-à-dire que quelque part on est en train de développer une activité sur des niches et c'est un choix extrêmement intéressant, parce que c'est générateur d'emplois et c'est aussi une activité industrielle lourde, importante. Et si j'avais eu le temps, j'aurais bien fait un tour cette nuit pour aller voir un peu comment ils travaillent, parce que c'est mon monde, je le connais par cœur celui-là. Voilà. 2 mots de mes clients, je travaille beaucoup dans l'industrie. Alors dans votre région, je ne suis pas beaucoup venu
le plus près que je suis venu, c'est là, dans une usine que j'adore, mais qui est en train de... Il pleut dans l'usine, donc c'est un peu compliqué. Je suis beaucoup dans l'industrie automobile et dans l'agroalimentaire, pour aussi, et c'est nouveau depuis quelques années, pour des entreprises familiales, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, l'entreprise familiale a une vertu extraordinairement plus développée que l'entreprise capitalistique pure, financière. D'abord, c'est qu'elle a un sens du métier, souvent du territoire, et elle a une relation aux salariés, pas toujours mature, mais assez proche. Voilà. Et ça, c'est un point important. J'ai la chance de travailler pour deux très très belles entreprises familiales. La première s'appelle Sodebo, qui est en Vendée. C'est un apprenti charcutier qui a créé une boîte de 2000 personnes. Et la particularité, c'est que cette boîte de 2000 personnes, c'est des villages, et il n'y a pas de syndicat, il y a 2000 personnes. C'est pas parce qu'il fait les ferrailles pour qu'il n'y en ait pas, c'est parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. J'ai pas le temps de développer cette idée, mais une boîte où on a compris que la seule chance de salut, c'était l'innovation permanente, sortir des nouveaux produits, qui vont être copiés par les grands groupes, donc il faut s'en sortir beaucoup et avant, pour pouvoir avoir toujours un coup d'avance. C'est la survie. Et en même temps, il faut travailler avec les marques distributeurs. Pour faire du volume, on est obligé de travailler avec les marques distributeurs. Mais on essaye de développer sa marque. Et puis une autre entreprise que j'adore, qui m'a amené à un autre monde, c'est Pochet. Pochet, c'est les gens qui fabriquent tous les flacons de luxe, de parfum. Vous savez que l'industrie française de parfum est très installée en France, puisque Hermès, Chanel et Dior ont une grosse partie des activités en France. Et 90% des flacons de parfum au niveau mondial sont fabriqués en France. Donc on a cette chance-là dans des unités qui font 1600 personnes. Hein. Ce n'est pas une petite usine. 1600 personnes, c'est très main-d'œuvre. Et c'est des œuvres d'art en millions d'exemplaires. Donc c'est une industrie extrêmement développée. Et là, seule l'innovation peut permettre de maintenir ces emplois en France vu le coût du travail. C'est soit on est capable de faire des produits fous, et comme on a de l'expérience et un peu d'avance, on arrive à maintenir notre avance, soit ça partira évidemment en Chine ou ailleurs. Donc c'est un défi extrêmement important. Et dans ces deux cas, on est une entreprise familiale. Donc je découvre les vertus de l'entreprise familiale. Je découvre aussi quelques côtés un peu archaïques de l'entreprise familiale, mais qui est accepté compte tenu des vertus. Voilà un petit peu. J'ai choisi de vous parler de management et d'abord de faire une première photo sur l'entreprise qui n'est pas la PME. Quels sont les 5 tares majeures que j'entends quand je fais un audit, parce que je passe beaucoup de temps dans les usines pour essayer de discuter avec les gens, ce que font pas assez les managers. Les managers vont souvent dans l'usine pour filer du boulot ou demander pourquoi ça n'a pas marché. Moi j'aime bien être dans l'usine pour flâner, discuter, écouter, questionner. Notamment la nuit, parce que la nuit c'est là qu'on voit le mieux. Hein. Et la première chose que je vois, c'est est-ce que le patron il vient la nuit. Hein. C'est-à-dire que souvent quand je discute avec un patron, j'ai jamais vu un patron qui m'a dit moi je suis jamais sur le terrain. J'ai que vu des patrons qui m'ont expliqué qu'ils étaient toujours sur le terrain. Alors je les crois, sauf que je vérifie. Donc on fait des rendez-vous la nuit, par exemple chez Danone on fait ça la nuit, et je vois quand on circule la nuit à 2h du matin, il y a un ouvrier qui dit vous êtes perdu, c'est-à-dire qu'il vient jamais. Voilà, en gros. Donc c'est très important le contact vrai et le questionnement des salariés, la proximité. Et aujourd'hui on a les mails qui nous enlèvent de la proximité. On a toute une génération qui pense que quand je t'ai fait un tweet ou je t'ai envoyé un mail, j'ai communiqué. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que l'information, c'est le mail, et la communication, c'est j'ai besoin de sentir mon patron qui m'explique un truc. Et j'ai besoin aussi de qu'il m'écoute. Et si je pouvais être de temps en temps félicité professionnellement, ça serait génial. Parce que ça s'appelle la reconnaissance qui est le moteur. Hein. Ça, je trouve que c'est important, donc je vais parler de ça. Donc ça, c'est un point important. Donc le management, pour moi, ça se passe au pied des machines avec les gens, quand on a des machines et des gens. C'est fondamental. Alors j'entends 5 tares quand on regarde l'état des lieux. La première tare, c'est de plus en plus, dans un certain nombre de groupes, il y a un éloignement des centres de décision. C'est-à-dire que le type qu'on a, on est un peu près sûr qu'il n'en sait pas beaucoup plus que nous, qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va raconter, qu'il ne peut pas tout nous dire, et peut-être il ne sait pas. Ça veut dire, en fait, on n'a plus aujourd'hui des décideurs, alors que dans l'entreprise familiale, on a le patron propriétaire, et juste à le voir circuler dans l'atelier, on voit s'il est en forme ou pas. Parce que les gens vous connaissent par cœur, hein, vous imaginez pas à quel niveau ils vous connaissent. Hein. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour pour vous parler, mais que quand au rugby on a gagné, c'est peut-être là qu'il faut y aller, si le patron est très rugby, hein, ce qui est quand même assez courant par ici. Donc il y a des moments. Donc premier sujet, on a véritablement une entreprise qui est de plus en plus désincarnée, qui va être très difficile à donner du sens. Ça c'est le premier truc que j'écoute. Notre patron, il fait une carrière, il ne va pas rester,
il va être remplacé par un autre, et il ne sait pas nous dire où on va. Premier point. A contrario, se dire que dans la PME, c'est pas possible que ça existe. Encore que, on peut imaginer qu'à un certain âge, quand le capitaine a un certain âge, c'est innovant et acquis pour faire la culbute, et est-ce que ça l'intéresse que ça continue? Ça peut être un sujet. Bon, j'aime bien la provoque. Bon. Le deuxième point, c'est le point clé, y compris dans la version que je découvre française. C'est on ne sait pas reconnaître le travail accompli. On ne sait pas féliciter les gens. Tous les briefings, tous les débriefings auxquels j'assiste, c'est pour ceux qui ont fait un peu de formation management, c'est je dis deux trucs positifs pour dire un truc négatif. Et les mecs n'écoutent pas les deux trucs positifs parce qu'ils se disent ça, c'est cosmétique. Maintenant, il va nous dire vraiment ce qu'il a envie de nous dire. D'ailleurs, il n'a pas le même cœur quand il nous parle des choses qui vont pas, des choses qui vont bien. Là, il faut reformer, à commencer par le patron, pour positiver dans les briefings. Vous ne pouvez pas, absolument pas, motiver des gens en leur parlant toute la journée de ce qui ne va pas. C'est pas possible. D'ailleurs, si vous passez une journée où on ne vous dit que ce qui ne va pas, je ne sais pas à quoi vous vous accrochez. Donc, premier point, on a du mal à dire merci, on a même du mal à dire bonjour dans certaines entreprises, et on a beaucoup de mal à reconnaître les gens parce que certains considèrent que si je les reconnais, ils vont me demander une augmentation. Or, je ne vous inquiétez pas, même si vous ne les reconnaissez pas, vous la demandent. Parce qu'ils sont normaux, parce que, y compris vous, vous avez envie d'avancer. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas avoir envie d'avancer. Donc le premier point, c'est reconnaître les salariés. Et on n'est pas dans le monétaire, je suis dans l'entreprise à dimension humaine qui reconnaît les salariés, pas de façon monétaire. Alors ne me faites pas dire que le monétaire ne compte pas, mais pensez que par le monétaire, on réglera le problème de l'ambiance de travail et la motivation des gens, et donc de la productivité, est une vision fausse. Parce qu'à EDF, il ne serait jamais arrêté, il ne serait jamais en grève, il serait heureux puisqu'il gagne nettement plus que tous les autres. Et qu'on sera en grève tout le temps, à Gare de Lyon, quand on ouvre le relais, à 5 h du matin, en étant au SMIC, on sera en grève tout le temps. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas eux qui sont en grève tout le temps, c'est plutôt ceux qui sont bien payés. Donc on voit bien que le rapport à la motivation n'a rien à voir avec la rémunération. Entre guillemets, rien à voir. S'il suffisait de payer les gens pour les motiver, on aurait déjà épuisé la question du management. Or, la reconnaissance, c'est un point clé. La fierté du métier, la capacité de reconnaître que mon patron regarde ce que je fais et me dit quand c'est bien. Ça veut dire que, par exemple, on met des top 5 en place, ce qu'on fait dans l'automobile, mais moins mécanisé, moins lean. Le lean va tuer l'entreprise parce qu'il va vider les acteurs. Comme ISO poussé à l'extrême, ça fabrique du ISO sado-maso. D'accord? Puisque vous dépossédez les acteurs de leur savoir-faire et de leur dimension personnelle d'action sur les choses, puisque tout est écrit par des intellectuels qui ont défini la règle. Et en plus, on est certifié, on est content. Il faut être certifié, mais il ne faut pas être con. Il faut être certifié et laisser les gens s'exprimer dans le boulot. Il faut arrêter d'étrangler les mecs. Je vois le lean, comment il se développe dans certaines entreprises. Je dis, mais vous avez enlevé le cerveau, faites du Taylor au carré. Donc à un moment donné, il faut faire du lean. Oui, le lean apporte des choses, indiscutablement. Mais il faut s'arrêter avant la catastrophe totale. Donc quand vous cumulez tous les ISO qui existent, c'est une bonne nouvelle. Après, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens le vivent. Parce que le ISO, c'est super. ISO plus mail égale, on n'a pas pu envoyer la commande parce que c'était pas aux normes. Que fait-on? Hop, j'ai fait mon boulot. Ah non, t'as pas fait ton boulot. Si tu es chez FedEx, quand les avions se croisent, comment tu fais? Tu es obligé de prendre des décisions parce que tu as bien la checklist des Américains qui dit si t'arrives ça, tu fais ça, si t'arrives ça, tu fais ça. Mais ce qui a marqué, ça t'arrive jamais. Et ce qui t'arrive, c'est pas marqué. Comment on fait? Voilà. Et ça, c'est important. Donc ça veut dire, j'ai besoin d'avoir des normes, des procédures qui protègent les décisions et qui apprennent aux gens à prendre des décisions, mais je ne les enferme pas dans les normes et les procédures, sinon vous êtes organisateur de la grève du zèle. Il faut libérer, vu comment les gens sont payés avec les charges sociales qu'on paye, il faut libérer de l'énergie et de l'initiative, dans un cadre ISO, oui, mais libérer l'initiative et l'énergie. Parce qu'on est un pays où on a des initiatives et de l'énergie. Et il faut la faire développer et pas l'enfermer. C'est vraiment un point important. Et c'est pas si simple. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Je vous donne un seul exemple que j'ai trouvé extraordinaire chez FedEx. J'ai travaillé pour FedEx, je travaille encore pour FedEx, j'aime beaucoup cette boîte. C'est une boîte de fou, hein. C'est-à-dire, en gros, la promesse, c'est tout colis déposé à 16 h est à 10 h à New York. Sur le tarmac de Roissy se croisent 80 avions. Ah, il est tous prévu qu'ils arrivent à l'heure. Sauf que quand il y a de la neige à Memphis ou il y a de la neige à je sais pas où, l'avion n'arrive pas à l'heure. Sauf que le pari, c'est les avions, il faut qu'ils se croisent. On charge et on décharge. C'est ça le métier. Donc on a toutes les procédures.
Ah ouais, ça c'est bien. Et comment je fais? Il me faut l'intelligence et l'expérience des gens. Pour dire, si j'ai raté l'avion là, si on rattrape par l'avion là et on récupère par là, ça peut marcher. Et je préviens mon réseau de potes qui vont m'aider à faire que ça marche. Et pour faire vivre le système, ils ont fait deux choses. La première, ils ont inventé ce qu'on appelle les Bravos Zoulous. Alors quand on dit, nous on a un truc super, c'est Bravos Zoulous, je me suis dit, ils avaient embauché un mec d'Afrique du Sud. Et en fait, non, pas du tout. Les Bravos Zoulous, c'est un truc, le pouvoir qu'on donne aux chefs d'équipe, au premier niveau hiérarchique, qui manage une équipe. Et auprès des avions, les équipes, c'est les 24 heures du Mans. C'est-à-dire les mecs se regardent, parce que pour charger un avion, on ne se parle pas. On se regarde et on est calé, comme quand on change les roues aux 24 heures du Mans. Et ils ont donné le pouvoir au chef d'équipe, et ils l'auditent après. Tout chef d'équipe qui a repéré que quelqu'un dans son équipe a fait quelque chose d'exceptionnel, pas de bien, il peut déclencher 4 procédures sans avis du manager supérieur. Il peut faire une lettre simple du patron pour dire merci pour ce que vous avez fait. Ça, dans certaines entreprises, si tu fais ça, tu es la risée de l'entreprise. Mais dans certaines entreprises, ça a du sens quand ton patron t'écrit en te disant merci. Il peut déclencher 50 €, 80 € ou 100 €, sans demander l'avis du chef. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que si le mec il a fait quelque chose de bien, il faut que je croise mon chef. Des fois il est en forme, des fois il n'est pas en forme. Des fois il a le budget, des fois il ne l'a pas. Ça prend un certain temps. Et quand je donne la prime au mec, il ne sait plus pourquoi il l'a. Donc il faut arrêter de faire des conneries comme ça. Quand il a une prime, c'est instantané. Et on gère le pourquoi de la prime. Et c'est le chef qui la gère. Et c'est lui qui l'a décidé. Et bien sûr, c'est audité. Ils sont 2000 au hub de Roissy. On fait 500 à 700 Bravos Zoulous. Tout le monde vous parle que de ça. Deuxième exemple. Je prends que des exemples simples. Je suis chez Kiabi, la mode à petit prix. Comme quoi on fait des boulots intéressants. Je suis aussi spécialiste chez Pinky. Bon, je rigole. Bon. Donc j'aime bien visiter le magasin et j'aime bien voir comment on manage. Parce que quand vous visitez un magasin, il y a deux possibilités. Il y a le patron, il écrase les salariés quand il passe dans les rayons et il vous explique. Et puis il y a le patron, il profite de la visite pour valoriser les gens qui font le boulot. D'accord? C'est deux techniques managériales. Et plus l'entreprise est technologique, et plus j'ai vu que la tendance naturelle, c'était d'écraser. Pourquoi est-ce qu'on parle technologie? On parle moi des avions à Airbus, j'y comprends rien. Le mec qui parle des avions, du fuselage, du machin, de la résistance, des trucs, des... On s'en fout, je suis pas venu pour ça. Il n'est même pas centré sur moi. C'est comme le type qui parle de rugby, il y a des mecs qui aiment le foot. Si ton équipe, ils n'aiment pas le rugby, ils leur parle pas de rugby. C'est parce que toi, tu aimes le rugby que tu vas inonder tout le monde de rugby. Tu parles de rugby avec ceux qui aiment le rugby. Enfin, ça paraît logique. Sinon, les mecs, ils te voient arriver, ils disent, il va me parler de rugby. Bon. Chez Kiabi, un jour, dans un magasin, on me dit, bah, j'ai pas le temps de te recevoir parce que j'ai un truc à faire. Visite avec Viviane. Donc je visite avec Viviane. C'est intéressant, hein, visiter avec Viviane. Elle m'explique tous les univers. Bon. Enfant, machin, mode, femme, homme, tout ça. Senior, tout. Impeccable. Et à la fin, moi, je sais pas quoi lui dire à la pauvre fille, là, je lui dis, mais comment vous faites pour savoir tout ça? Et la fille me dit, mais monsieur, je suis cintre d'or. Alors, au siège, on m'avait parlé des cintres d'or. Je me suis dit, encore ça, c'est un truc, une invention nouvelle du management, genre le mine orange du père machin, là. Sauf que la différence fondamentale, c'est que ça a du sens pour les gens. C'est-à-dire qu'un cintre d'or dans la maison, il a plusieurs missions. La première, c'est qu'il connaît tous les univers parce qu'il y a travaillé. La deuxième, c'est qu'il est capable d'enseigner rapidement à toute personne intérimaire, capable très vite d'occuper le poste et de lui donner envie. Et la quatrième, il est porteur de la culture de la boîte et du métier. Dernier point sur un autre sujet, j'adore essayer de comprendre la motivation des salariés. J'ai travaillé au Train Bleu à la gare de Lyon, c'est intéressant, surtout quand on fait des réunions dans le restaurant. Et j'aime bien, moi, aller observer des gens au travail. Vous les regardez travailler, hein, c'est voir qu'est-ce qui les anime. Et j'ai un gars, là, de plus en plus dans les restaurants d'Assa, il est chargé dans les grands restaurants de veiller à ce que le client a commandé, c'est ce que la cuisine a préparé. Parce qu'en fait, c'est une carte indicative, parce que toi, tu veux pas des carottes, tu veux pas des navets, tu n'aimes pas les machins, bon, tu veux du kiwi, bon voilà, des trucs impossibles. Donc il faut que le type à la cuisine, il le fasse. Et il y a un mec, il est chargé de vérifier, est-ce que le bon est conforme à ce que la personne a commandé. Et le gars là, il crie tout le temps. Vous le voyez de 11h à 15h, il crie tout le temps. Donc je le chope à la fin et je lui dis, comment vous vivez votre boulot? Il me dit, j'adore. Donc là, je me dis, là, je suis tombé sur un cas. Donc je lui dis, pourquoi, qu'est-ce que vous adorez? Il me dit, vous savez ce que j'adore? C'est que ça passe vite. Si vous ne comprenez pas ce qui motive vos salariés, vous êtes dans vos grilles ressources humaines. Il veut progresser, il veut se développer. Il y a des mecs qui veulent simplement travailler à Biarritz.
C'est con. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire du surf. Et leur truc, c'est, je veux un boulot à Biarritz et t'occupe pas de mon développement, il me faut du temps pour faire du surf. Si toi, tu es là en disant, ma grille, ton développement, le management, je vais te filer des trucs en plus, le mec il dit, surtout t'oublies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester là. Donc dans le développement, il faut changer sa grille, il faut s'adapter aux gens. Et ça ne se voit pas du premier coup. Parce que le type, dans les entretiens d'évaluation que vous faites, il avait repéré où tu voulais aller. Si tu veux l'augmentation, il faut quand même faire semblant d'aller où le patron il veut t'emmener. Sauf qu'on l'oublie. Ce qui compte, c'est sa motivation. Qu'est-ce que je fais de sa motivation pour qu'elle rapproche la mienne? Et comment je mets les gens à la bonne place? Eh bien, imaginez que ce type, il fallait lui filer un boulot qui passe vite, ça ne se voyait pas sur son nez. Et le premier abord, c'est que c'est un type, ce type est dingue. Ah ben, sauf que, il me tient un service d'enfer et il adore. Parce que ça passe vite. Donc la reconnaissance au travail, la connaissance des gens, y compris au moment du recrutement, c'est un point clé. Et puis c'est intéressant de créer des différences. Ce qui m'énerve dans ce pays, c'est qu'on se recrute entre nous et entre gens qui ont fait la même école. Le meilleur exemple, c'est la SNCF. Ils ont mis que les mecs intelligents, ça marche pas. Pourquoi ils ont passé les cons? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le consanguin est un truc mortel, mais le consanguin, il est hyper dangereux. Pourquoi, quand on a fait la même école, on n'est pas dans le développement d'entreprise, on est dans le poste d'après, dans le coup qu'il faut faire, on n'est pas dans le développement de l'entreprise. Mais quand vous recrutez, quand vous êtes 7-8, si vous courez, vous abandonnez votre développement, vous repartez 3 ans dans la traversée du désert. Combien de temps vous passez à recruter vos collaborateurs et sur quoi vous les recrutez? Fondamental. Qu'est-ce qui les motive à venir chez vous? Pourquoi il est chez vous? Qu'est-ce qu'il cherche chez vous? Est-ce qu'il s'éclate dans son boulot? Est-ce que vous êtes sûr que ça lui plaira? Et combien de temps? Est-ce que dans 3 ans il est encore là? C'est le sujet du recrutement. Surtout quand on est 7 et qu'on passe à 10. Ou quand on passe à 15. Et qu'on est dans la crise de développement. Parce qu'évidemment, on a merdé sur 2 mecs. Sauf que les 2 mecs là, ils pèsent lourd. On est d'accord ou pas? Combien de temps vous prenez pour faire ça? Qui le fait? Est-ce que vous faites accompagner? Et par exemple, je vais vous dire un truc. Dans certaines entreprises, les gens ils communiquent. Alors j'aime bien dire nous, on communique. Ah bah tiens, tu leur mets un sourd dans l'équipe. Ils vont être obligés de communiquer. Et si on n'arrive pas à intégrer le type qui est sourd, c'est qu'on ne communique pas. Parce que quand je mets un sourd dans une équipe, dans un bureau d'études, les gens apprennent à se parler calmement pour se faire comprendre avec la personne qu'on a recrutée, mais aussi avec les autres. Et donc du coup, quand la greffe prend, ça veut dire que la communication marche. Donc il y a des vertus à créer de la différence. Et pas, prenez-moi s'il vous plaît un handicapé, faites un peu de social. Non. L'handicapé va m'aider beaucoup à développer un sentiment de solidarité, de regard sur l'autre, de développement avec une fierté de ce qu'on fait, et un apport d'une vision complètement différente. Donc deuxième point, il faut travailler sur la reconnaissance. Et la reconnaissance symbolique, elle est clé. D'ailleurs, les petits patrons, là, quand ils ont fait une carrière, ils ont une petite rosette rouge, ils la mettent. Hein. Pourquoi avec les autres, ils ne sont pas comme vous? On a petite la rosette, là. Il y en a qui ont le Rotary, il y en a qui ont le machin, il y a ceux qui ont la chambre de commerce. Bon, voilà, ils ont des trucs, quoi. Hein, je pensais qu'avec les militaires, moi, non. Plein de mecs, il y a besoin de reconnaissance. Pourquoi vous emmerdez à présider des tas de structures, des tas d'associations? Pourquoi les retraités continuent à bosser? Pourquoi ils pourraient... C'est pas pour du pognon, ils ont fait leur carrière. Ça va être difficile pour ceux qui vont bosser parce qu'il faut payer les retraites des riches, là, qui s'arrêtent. C'est vrai quand même, on a des belles retraites quand on s'arrête. Le problème, c'est que c'est les smigards qui nous les payent. À un moment, on va avoir un problème. Hein. Pourquoi ils ont besoin? Parce que dans la vie, on a besoin de continuer, on a quelque chose à apporter, on a besoin d'exister. Voilà. Oui ou non? Est-ce que dans votre boîte, vous permettez d'exister? Est-ce que vous permettez de développer les gens? Parce que pour développer la boîte, il faudra développer les gens. En plus, au prix où on est payé en France, je ne parle pas de salaire net, je parle du salaire global, où maintenant on est plus cher que les Allemands, sauf l'industrie automobile et les gros secteurs d'activité allemands. Le reste, on est plus cher que les Allemands. Dans des tas de métiers, il n'y a pas de SMIC en Allemagne. On est plus cher sur plein de métiers que les Allemands. Il y a plein de choses qui basculent de la France en Allemagne. Toute la logistique est en train de basculer en Allemagne. Parce que moins cher. D'accord? À partir du moment où on a des gens qui, globalement, en coût global, sont chers, il faut absolument développer l'intelligence pour qu'on puisse amortir le coût. Je ne parle pas du salaire net. Troisième point. Manque de courtoisie, difficulté de vivre ensemble. Combien de fois on me dit, ils passent dans l'atelier, on a l'impression que c'est un zoo, ils ne nous disent pas bonjour. Je suis obligé d'expliquer que quand tu croises un mec à 3 mètres, tu vas le saluer. Quand tu es à 8 mètres, un signe de la main suffit. Mais à 3 mètres, tu vas lui dire bonjour. Et alors on voit les gens qui savent dire bonjour et ceux qui ne savent pas, surtout en usine, en chaudronnerie. Le mec qui soude, il est crade, il bosse. Comment tu veux dire bonjour? Tu prends comme ça. Bonjour. Va pas.
D'accord? Donc c'est très important de réveiller les gens. Et je ne parle pas de l'arrogance, quelquefois involontaire, des super bac plus 18, hein, qui parlent dans un atelier, et tu dis, il vaut mieux qu'il ne parle pas, lui. On a déjà des ennuis, on va en avoir plus. Ce mec qui vient faire une présentation en anglais, sachant que personne ne parle anglais, et qui est là en disant, ah, vous ne parlez pas, donc je vais traduire. Ça veut dire, sous-entendu, je travaille avec des nazes. Et lui, il est en train de me développer quoi? Un sentiment de haine. D'accord? Et c'est pas volontaire. Donc quand vous avez des mecs qui vont communiquer, vous travaillez un peu avec eux avant. Parce que c'est une catastrophe totale. C'est une catastrophe totale ce que je peux voir à certains endroits. Je pense toujours à ce polytechnicien que j'avais. On négociait l'intéressement, grand moment, et on avait écrit une formule, si la droite atteint ce machin, ça fera un temps d'intéressement. Et au bout d'un moment, au moment de la signature, il dit, on a écrit la droite, mais la droite n'existe pas, ça n'existe pas la droite. Donc les mecs ont posé stylo, ils ont dit, on signe pas. Je lui dis, mais il est fou, lui, on repart dans un grand tour. Donc on a relâché 1%, c'est démerdé. Je chope à la sortie, je lui dis, mais attendez, monsieur, c'est quoi l'idée, là? Il me dit, on n'écrit pas des choses qui ne sont pas vraies. Comment il n'est pas montrable? Vous connaissez la différence qu'il y a entre un polytechnicien et un BTS? Non? Non? Que c'est pas ça? Le BTS, il n'a pas fait des grandes études, parce qu'il a connu les filles trop tôt. Donc il a été dispersé. Donc il a fait BTS. Les BTS, c'est des gens qui n'ont pas été au bout, ils sont arrêtés au milieu, alors ils sont ni-ni. Voilà, ils sont emmerdés, quoi. Et dans l'entreprise, on leur dit souvent. Et le polytechnicien, il a connu les filles trop tard. Vous voyez la différence? Donc quand vous les mettez ensemble, c'est très très compliqué. Voilà, j'y vais. Non, manque de courtoisie. Donc, est-ce que chez vous, on se salue? Est-ce que quand on rentre dans votre entreprise, les gens disent bonjour? Est-ce qu'on est accueilli, client ou pas? Est-ce que c'est d'ailleurs prévu que j'arrive chez vous? Il y a un parking réservé client, pas visiteur. Vous n'êtes pas un musée. Vous avez des clients. Donc il y a un truc qui s'appelle client. Et le parking, il est nickel. Et il est nickel et c'est prévu. Il n'y a pas un salarié qui se gare à client parce qu'il était en retard à la bourre. Est-ce que ça existe? Et est-ce que la fille que vous mettez devant, s'il y en a encore une, parce que des fois on dit faites le 1, faites le 2, faites le 3, d'accord? La fille qu'on met devant, elle a le sens de l'accueil, sans perdre son temps. Elle a le sens de l'accueil de l'autre, de l'image de la boîte. Ben moi je vais vous dire, quand je vais dans une entreprise, en général, la fille que je vois, le premier contact que j'ai, poste de garde et la fille, me disent dans quelle entreprise on est. Et j'ai tout, des choses merveilleuses et des choses catastrophiques. Vous êtes où là-dedans? Et est-ce que les gens se saluent? Est-ce que l'autre... Je vais dans des entreprises où je croise 10 personnes, on me dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je vais dans des entreprises où je croise 20 personnes, je peux rester assis. C'est le problème de personne. Alors je m'en fous, moi, c'est pas grave. Mais un client, un fournisseur, mais n'importe qui, je m'en fous. Est-ce que c'est une entreprise ouverte ou pas? Est-ce que c'est une entreprise humaine ou pas? Et vous le voyez comment? Ben, comme ça. Donc, troisième aspect, travailler courtoisie, vivre ensemble. Esprit de corps. Et dans certains cas, fidélisation aussi. Même si les jeunes, il paraît qu'ils s'en foutent, ils quittent les boîtes pour plus d'argent. C'est faux. C'est pas vrai. D'abord, ils sont mobiles parce qu'ils veulent apprendre plus vite, ça c'est bien. Mais ce qu'ils veulent, moi je le vois bien, ils veulent plus rentrer dans les grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes, t'es bien payé, mais t'as une petite tâche dans un coin. Tu fais des tableaux carrés pour assurer la direction générale. Tu fais des tableaux carrés, puis tu les changes tout le temps. Comme quand on fait les budgets, on change tout le temps. Ça sert à rien un budget, c'est un budget indicatif. Après, il faut décider vite comment on navigue. Les mecs, ils passent tout leur temps à leur budget, il ferait mieux de passer le temps à aller voir les clients. Il fait des tableaux carrés. Et puis il n'a pas de responsabilité. Dans une PME, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il y a toi et toi. Donc tu sais que c'est toi qui vas le faire. Tu vas pas te tourner en disant c'est pas mon service, pourquoi c'est moi? C'est toi. Donc au bout d'un moment, tu es multitâche. Et puis c'est vachement intéressant parce que tu te développes et tu es fier. Voilà la différence. Sauf que c'est pas parce qu'on est une PME qu'on ne reproduit pas l'état du grand groupe. Surtout quand on se développe. Il me faut un service achat, il me faut un service machin, je segmente et je fais une entreprise en silo. Hein? Silo étanche. Il y en a aussi dans les PME des entreprises en silo. Vous faites un audit, vous voyez tout de suite le silo. Parce que le mec, il commence par vous parler de ce qu'il fait de bien et de tous les cons qui l'entourent. Des mecs qui comprennent rien. D'accord? Parce que vraiment, il y a des gars, et les commerciaux, ils vendent. Ils sont toujours intéressés par deux choses, les commerciaux. Hein. La commission et la bagnole. Après, ils s'en foutent. Le reste, ça va. Hein. Bon, une fois qu'on sait comment ça marche, mais un commercial qui n'est pas intéressé par le pognon et la bagnole, c'est pas un commercial. Hein. Donc ça, faut oublier. Hein. Commercial, c'est pognon-bagnole. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. Un responsable de production qui est intéressé par pognon-bagnole, t'as un vrai problème. Hein, ça c'est clair, c'est un vrai problème. Un mec de production, il est intéressé par plus de produits, mieux, trucs compliqués qu'on va faire vachement mieux, avec, voilà, c'est évident.
D'ailleurs, on voit les yeux qui brillent quand ils me parlent du truc, quand ils me parlent du métier ou du produit. Et quand vous avez des mecs qui n'ont pas les yeux qui brillent, il faut se dépêcher de se poser des questions. Parce qu'un patron qui n'a pas les yeux qui brillent, un patron de production qui n'a pas les yeux qui brillent, il ne va pas avoir des collaborateurs qui ont les yeux qui brillent. Hein. D'accord? Parce que le patron, il est quelque part l'exemplarité du bazar. Quatrième point, alors c'est le truc tout simple, hein. Monsieur Philippe est un grand communicateur, pourquoi? Ben, il dit bonjour. Hein. Il y a des niveaux quand même qui sont assez bas, hein, mais ça reste vrai. Le quatrième axe, c'est incapacité de présenter un projet mobilisateur crédible. Si vous n'expliquez pas aux salariés, quelle que soit la taille de votre entreprise, quelle est votre ambition, quel est votre projet, et pourquoi, vous n'avez aucune chance qui vous aide à le développer. Si pour un salarié, le patron il délire, il n'est jamais content, il veut toujours plus, et il ne comprend pas pourquoi il s'y mettrait? Le développement, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit parce qu'on a envie de grandir pour grandir. C'est que si on ne grandit pas, on meurt. Si on ne s'accroche pas à une niche en devenant performant, on meurt. Donc la vraie question, c'est il faut grandir. Mais comment on l'explique? Comment on consolide nos emplois? Et ça, ils peuvent le comprendre parce qu'ils sont assis sur la branche. Et plus on a des gens territoires, parce qu'ici, on a des gens territoires. Ici, on est dans vivre et travailler au pays. C'est un luxe. D'accord? Parce que si vous les mettez à Niort, ils sont en déplacement international, vos gars. Ils sont délocalisés. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Il y en a combien de Biarritz qui sont à Niort? Il n'y en a pas, mais il y a peut-être des mecs de Niort à Biarritz. Mais... Donc les gens ici sont attachés au territoire. Le développement du territoire fait partie du projet. Et la capacité de rester dans le territoire et de développer ce territoire pour que je garde mon job ici, c'est un projet ici qui vibre. D'accord? Alors ça vibre dans toutes les régions. Même à Clermont-Ferrand. Ça vibre aussi. Mais bon, il y a moins d'atouts visibles à l'œil nu. Mais ben, les gens, ils habitent, ils sont nés, etc. Donc, il y a un attachement qui est différent. Ok. Bon, quand vous êtes... Moi, je suis né quasi dans l'usine, donc moi, la vie d'usine, ça me plaît. Ici, on sent quand même que l'usine... Qu'est-ce que c'est que ce truc qui pollue, qui pue, voilà, qui pue, voilà. Hein, bon, on voit bien, hein. On voit bien ici, on voit quand même les hôtelleries de luxe, la plage magnifique, les gens qu'on peut faire venir, on voit bien, et c'est un axe très fort. Enfin, l'industrie ici, adour développement, on ne sait pas s'il ne faut pas interdire cette structure. Ou alors ça dépend ce qu'elle va créer, parce qu'elle ne va pas nous emmener de la fumée. Attendez, parce qu'on a vu qu'aussi on a vachement encouragé le développement industriel. Hein. C'est évident, on a vraiment tout misé sur l'industrie, ça se voit. Si, on a laissé faire quelques produits différents qui ne polluent pas. On a le jambon, ça c'est clair, avec des règles de fabrication du jambon très... Il n'y a que vous qui la connaissez, hein, parce que tous les mecs ils pensent acheter du jambon de Bayonne, fabriqué à Bayonne avec des cochons de Bayonne. Hein, faut surtout pas leur dire que c'est pas tout à fait comme ça. Hein. C'est des cochons bio qu'on a machin, un truc. Hein. Un jour où il y a des mecs qui disent montrez-moi les cochons qui permettent de faire le jambon, là vous êtes emmerdés. Hein. Vous avez montré les camions et les containers. Hein. Bon, j'arrête. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce que l'intérêt personnel du dirigeant est plus fort que le projet? Et comment, dans une situation difficile, on voit la qualité du patron? Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle le CW, que j'accompagne. Boîte allemande, PME allemande, comme la grande PME allemande, internationale, belle boîte, leader. Quand est arrivée la crise en 2009, elle a réuni les salariés, le patron allemand est venu, il a réuni les salariés, il leur a dit « Bon, c'est le bordel, les commandes chutent, je ne sais pas où on va, mais nous on se dit un truc, pendant 9 mois, on gère la situation sans rien faire. On va faire des stocks, on va repartir de l'usine, on va faire de la formation. Moi je vous garantis que pendant 9 mois, on ne fait rien d'autre, on se concentre pour développer. Si la crise dure plus que 9 mois, on se réunira pour voir comment on passe la crise. » J'ai vu les gens dans la salle quand le patron expliquait ça. Les mecs qui disaient « Mais est-ce que tu as entendu comme moi ce qu'il a dit ?» Parce qu'ils s'attendaient à la grande réunion dans laquelle on va dire chômage partiel, restructuration, PSE volontaire. Lui, il a dit « Non, 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 non. Traversée du désert, on a la bonne gourde. Les autres vont mourir, nous on va se préparer parce qu'après la crise, il revient le beau temps. » Aujourd'hui, carton à mort. Sauf que dans l'ambiance de l'équipe, les mecs, ils savent que dans les bonnes années, ils gagnent de l'argent, et dans les mauvaises années, comme il a gagné de l'argent, il nous aide à traverser le désert. Et bien du coup, ça crée un climat complètement différent. 5e point, manque de cohésion visible de l'équipe de direction. Alors, dans les PME moins, mais dans les groupes, quand tu discutes avec le financier, il parle de sous. Quand tu discutes avec la qualité, elle parle de qualité. La production parle de production. Il n'y a rien de transverse. Il n'y a pas de codir, il n'y a pas de comex, il n'y a pas ce qu'on veut. On les appelle les comics chez nous.
D'accord? Il y a des boîtes, franchement, on se demande comment ça marche. Qui crée la notion même d'équipe de direction? Une équipe de direction. Ben, je vais vous dire, même dans une PME, il va falloir une équipe de direction. Une équipe, quoi. Et puis de temps en temps, on dit comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu ferais? Ne serait-ce que pour que les mecs se mettent à converger. Comme j'aime bien les entretiens individuels, la question qui tue, c'est tu te vois où dans 5 ans? C'est quand même marrant les mecs qui voudraient que toi, tu t'occupes d'eux et eux s'occupent pas d'eux. Tu te vois où dans 5 ans? Ah ben quand tu te poses la question, tu te vois où dans 5 ans? C'est un gros problème ça. Je me vois où? Merde. Ah, je pensais que c'était toi qui prévoyais où j'allais aller. Ah ben non, c'est toi. Tu te vois où dans 5 ans? Ou, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre que tu ne sais pas aujourd'hui? Comment tu as envie de te développer? Sur quoi on va t'aider? Nous on va te dire sur quoi, qu'est-ce qu'on a besoin. Toi tu te vois comment par rapport à nos besoins? Est-ce que ça te plaît ça? Avec les jeunes, c'est évident que c'est ça qui va fonctionner. Hein. Le gamin déjà ça commence par éviter de lui donner un Fisher Price. Hein, un Nokia qu'on a eu pas cher. Parce qu'un gamin, il est né avec un téléphone. Il est dans la dernière version du truc parce que lui, il est palmé pour vivre avec. Quand il arrive dans une boîte, on lui dit la technologie, tu t'assois dessus. Il dit j'ai la dernière version, le 4G. Tu l'as le 4G? Non. Ben moi je travaille chez machin, le 4G. C'est normal, c'est vachement puissant. Ah ouais. Ça change tout. Alors que quand ils ont Nokia, ils se cachent. Mais il dit je crois que je suis bourré de bois. C'est des pygmées. Ah ouais, ça a l'air de rien, sauf qu'ils sont nés dedans. Nous on n'est pas nés dedans. Enfin moi je suis pas né dans la technologie. Moi je bidouille. Mes enfants, à moi, ils sont nés dedans. Ils vivent avec. Quand moi je fais 2 SMS, ils en font 150. Bon, ils sont dedans, tout le temps, en temps réel. Et l'entreprise, elle dit on a des problèmes avec les jeunes. Ils ne veulent pas travailler. Mais c'est nous qui avons un problème, c'est pas eux. C'est nous le problème. C'est qu'on n'accepte pas ce qu'ils peuvent apporter de différent. Et je dis pas qu'il faut tout accepter, il faut être capable de s'adapter. Et ça passe par la technologie. On leur propose l'informatique qu'on a. Le mec il dit c'est quoi ça? C'est 1982. Je sais pas comment ça marche. J'ai jamais appris. Mais il en sait 10 fois plus que toi. Et donc il est sur Facebook. Comme ça, toi tu communiques pas avec toi, il communique avec les autres. Et même plus loin, dans le bureau d'études, il communique avec ses potes qui ont fait les mêmes études pour dire je suis emmerdé sur tel sujet, comment tu ferais? C'est des trucs stratégiques qu'il donne à son pote qui travaille dans la boîte concurrente. Tu dis déloyal. Non, ils ont toujours travaillé comme ça. Ils ont toujours partagé. L'Internet, c'est partager, gratuitement. Quand tu as une question à poser, tu dis je suis emmerdé, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le mec, il te répond. Et tu le connais pas, il te dit ah, ça m'est arrivé, tu fais comme ça. Voilà, et tu fais comme ça. Alors nous, on dit pourquoi il faut débrancher, rebrancher. Le mec, il dit mais pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Puisque je te dis qu'il faut le faire, et une fois que tu le fais, ben, ça marche. Donc tu n'as rien à foutre de savoir pourquoi, parce que je te dis que ça marche. Voilà. Vous voyez qu'on n'est pas pareil, donc ça ne peut pas fonctionner si on ne se soigne pas. C'est pas eux qui vont devenir comme nous, c'est eux qui vont nous remplacer après. Donc il faut qu'on s'adapte. On est d'accord ou pas? Et ça commence avec vos enfants déjà, parce que l'écart se crée là. Parce que quand tu vas au boulot, moi j'aime bien, on a des problèmes avec les jeunes. Moi, je me rappelle ce mec à Arcelor qui me dit ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Et à la fin de l'entretien, il me dit et puis vous savez le pire, c'est que j'ai les mêmes à la baraque. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut toujours dire qu'ils sont des cons qui les ont recrutés, ceux-là. Ok. Mais quand tu as les mêmes à la baraque, parce que c'est les mêmes, c'est que le problème, il n'est pas de savoir s'ils sont bien ou pas, c'est de savoir pourquoi ça colle pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça colle? Je vais vous donner un autre exemple que j'aime bien. Il y a une fille qui me dit j'ai recruté un jeune super bien. Un jour j'arrive dans mon centre logistique, j'entends de la musique forte. Je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les bureaux? Il rentre dans le bureau, il dit mais vous vous prenez pour qui? Vous êtes où? Le mec il dit pourquoi vous dites ça? Mais la musique! Bah, il dit quoi la musique? Moi j'ai tout travaillé en musique, quel est le problème? Bah il dit ici on travaille pas en musique! Et lui dit mais vous me l'avez jamais dit. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que qu'est-ce que c'est les jeunes aujourd'hui? Vous avez déjà vu un jeune qui fait un truc? Un truc concentré? Moi, je n'ai pas de jeune qui fait un truc concentré. Le mec, il bouffe un yaourt, il est en train de répondre à l'internet et il lit un bouquin. Comment il fait? Je sais pas, il fait comme ça. Donc quand il rentre dans la boîte, il fait pareil. Voilà. Donc il va falloir qu'on s'adapte. Voilà, quelque part. Parce que c'est des valeurs féminines, ça, que de faire plusieurs trucs en même temps. D'accord? Et que c'est vachement intéressant parce que moi, je suis subjugué par la compétence d'un certain nombre de jeunes. Je suis effaré parce que les gamins sont capables de produire à des moments donnés si ça les intéresse. Et qu'ils nous battent à plat de couture, c'est ça notre problème. Avant, il y avait les vieux qui disaient embaucher des jeunes. Maintenant, les vieux disent embaucher quand je suis parti. Hein. Bon, donc, on voit bien que là, vous avez encore une revendication des anciens qui disent prenez des jeunes? Donc, ils disent non, tu termines avec nous et après tu te démerdes. Hein, parce que moi, je ne veux pas gérer ça. Hein. J'y arrive pas. D'accord? Bon, donc, et le problème, c'est nous. Parce que les jeunes ne sont pas nous en plus jeunes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, et ça, il faut se le dire. 5e point, voilà, je vais accélérer. Alors, j'aime bien dire ça parce que je l'avais passé dans une convention qui m'avait valu quelques ennuis. Mesdames, messieurs, contrairement au bruit qui circule, notre comité de direction est stable.
Voilà. Donc, on sent quand même que le mec, il est très stable. Tu vois, bon, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer un petit truc qui est très important. C'est un score sur l'engagement dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les pourcentages, ce qui est intéressant, c'est la tendance. On compare en 2007, en 2011 sur un même échantillon au travers d'un certain nombre de questions. Et moi, ce qui m'intéresse, les questions qui sont posées, je les trouve très bien, parce qu'elles sont simples et compréhensibles. La première est, mon travail me permet d'utiliser au milieu de compétences et mes capacités. On recule. Ça reste très fort, mais on recule. Si on se remet 4 ans, on est où? Je dispose suffisamment de marge de capacité de décision pour être efficace dans mon travail. On recule. Je dispose de flexibilité dans mon travail, bon niveau de service à mes clients. On recule. Mon travail me donne un sentiment d'accomplissement personnel. On recule. Je suis fier de travailler dans cette entreprise. On recule. Je ressens un fort attachement à l'entreprise. On recule. Alors c'est global. Fonction publique comprise. Ok. Donc vous n'êtes pas dedans, c'est sûr. Mais vérifiez. Vérifiez parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est mon travail me donne un sentiment d'accomplissement personnel. Et rien qu'à dire, est-ce que ton travail te donne un sentiment d'accomplissement personnel? Rien que si le mec il te met 3 minutes à te répondre, c'est que tu as la réponse. Parce que le mec qui dit, tiens, je m'éclate à mort, si c'est un gamin, il te dira ça, je m'éclate à mort, on a du taf. Bon. T'as compris que lui, ça va bien. Mais t'en as un paquet quand même qui te disent, ouais, avant, c'était quand même mieux. Ça allait moins vite. On avait plus le temps de faire les trucs. Les clients, ils sont vraiment trop chiants. Voilà, on est là-dedans. Bon. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Et j'aime bien les questions. Elles sont simples. Si je vais plus loin sur la mesure du climat social, je suis plus effaré, et il y a un point que j'aime beaucoup, c'est ça. On pose la question aux gens, lorsque vous êtes insatisfait, quelle attitude vous adoptez? Et ils peuvent répondre plusieurs types de réponses. Et là, on fait une comparaison 2009-2011, encore plus rapprochée. 55% disent « je provoque une discussion franche avec mon chef ». Ça veut dire que 45% ne le font pas. Ça veut dire qu'il y a 45% de gens qui, quand ça ne va pas, ne le disent pas. Moi, je suis de la génération de 68. Quand ça n'allait pas, on le disait. On a aujourd'hui des gens, quand ça ne va pas, c'est à toi de voir que ça ne va pas. Plus intéressant, je poursuis mon activité en levant le pied en termes de rythme et d'intensité. Si tu n'as pas compris que ça ne va pas, moi, j'ai un système de déclenchement automatique de sécurité qui fait que je me mets en situation, peut-être il faut faire des heures sup samedi, parce qu'on n'a pas réussi. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, chef, parce que moi samedi je ne peux pas revenir, mais peut-être qu'Albert il veut venir. Voilà, mes clients c'est fondamental, important, c'est stratégique, et on est bien d'accord. Mais moi samedi je ne viens pas. D'accord? Voilà. Avant je venais, maintenant je ne viens plus. Je poursuis mon activité sans relâcher mon énergie, 29%. On a quand même 30% du personnel, c'est fantastique. Des mecs qui, quoi qu'il se passe, ils sont nés comme ça. Souvent des fils de paysans ou de commerçants. Un fils de paysan, il comprend un truc, on coupe le blé quand il est mûr. Là, le fonctionnaire, il a du mal. Lui, il veut le couper, il veut qu'on décide la date au 1er janvier. Quand est-ce qu'on le coupe? Voilà. C'est pas le même monde. Et c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, c'est parce qu'il n'a pas vécu ça. Fils de commerçant, il sait que le bouclard, il faut l'ouvrir pour faire le chiffre d'affaires. Donc lui, si tu lui proposes un deal, ça va fonctionner. 30% des gens font toujours plus que ce pourquoi ils sont payés. C'est un principe de base. Si vous avez 30% des mecs qui font plus, vous êtes dans une super bande. Repérez-moi les, cela. Parce que c'est souvent des petits gens, c'est pas le bac plus 18. J'ai rien contre les bac plus 18. Mais il y a souvent des petits mecs qui font des trucs, on le sait, que quand ils sont partis à la retraite. Il y a des mecs, on se dit, mais putain, pourquoi on n'arrive plus à sortir ça? Parce que John, il est parti. On se rend compte que John, il faisait tout ça quand il est parti. Mais qu'est-ce qu'on foutait? Et moi, j'ai même vu, dans la sidérurgie, on a fait partir des mecs quasiment du jour au lendemain, et on les a rappelés. J'ai même vu un endroit où on a fêté les retraités. Je suis à vélo, tu vas en profiter. Et mardi, on l'a appelé, on a dit, il faut que tu reviennes. Voilà. Le mec, il a dit d'accord, mais comme consultant. Il a compris qu'il s'est fait exploiter longtemps. Comme consultant, et je veux bien venir le lundi, le mardi, mais pas le mercredi, et le jeudi, pour le même prix. Voilà. Et là, tu dis, même les vieux, ils déconnent. Non, ils deviennent raisonnables. Voilà. Bon. C'est comme les gens se rendent compte de la prise en charge par l'entreprise de la mutuelle quand ils sont retraités. Parce qu'ils soient la vraie facture. 85 €, ils appellent la mutuelle, ils disent ça va pas la tête, non. Vous êtes à 85 €, j'ai jamais payé ça. Et la mutuelle dit oui, mais c'est l'employeur qui paye la différence. Et quand vous êtes retraité, on ne paye pas plus. Le mec dit il paye tout ça, il le sait quand il est parti. C'est con quand même. Donc c'est très important. Ça, je trouve ça très important. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne va pas dans le bon sens. Mais ça, la bonne note, la bonne nouvelle positive, c'est qu'on a 29-30% des gens qui, indépendamment, restent quand même centrés sur le job. Parce qu'ils aiment le métier, ils aiment le défi. Enfin, ils sont fabriqués comme ça. 30%. 30%, c'est énorme. C'est énorme.
Ok ? Je vais vous passer sur les jeunes, puisque j'en ai parlé un peu rapidement. Je vais entrer dans le management, puisqu'il faut quand même qu'on aborde le thème qu'on avait choisi d'aborder. Parce que ça, c'est mon problème, c'est que souvent... Alors, j'aime bien un truc qui est très difficile, c'est que souvent, nommer un manager, on pense que ça y est, c'est super, et il va être super parce qu'il est super. Sauf qu'il y a des mecs, dans un job, ils réussissent bien, dans un autre, ils ratent. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite. Dans les 18 mois qui suivent leur promotion, 4 managers sur 10 sont mal notés, démissionnent et sont licenciés. 4 sur 10, c'est une enquête internationale, c'est pas une enquête franco-française. Alors c'est intéressant de se dire pourquoi. Parce que si on se dit pourquoi, on se dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas ou que ça arrive moins. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas une vision claire de ce que leur patron attend d'eux. Est-ce que vous êtes sûr que les salariés ont une vision claire de ce que vous attendez d'eux? Et pas blablabla, blablabla, hein. C'est qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma mission? C'est quoi l'esprit dans lequel on travaille? C'est quoi le sujet? Sur quoi je suis attendu? Comment on le mesure? Voilà. Parce que souvent on dit ouais, moyen cette année, moyen. J'aime bien les managers qui ont l'expression pas mal. Parce que ça, c'est pas mal, c'est un truc qui tue, quoi. C'est comme quand on vous dit merci beaucoup, de rien. C'est un truc de malade. Quelqu'un qui est au service, qui rend service et qui dit de rien, ou ce que vous avez un peu utilisé dans le tour de table, on va essayer. On va essayer de développer une petite entreprise sur un petit produit. Oh putain, t'es rétréci au départ. On ne va pas essayer, il ne faut pas essayer, jamais on essaye. T'imagines que le pilote d'avion il te dit je vais essayer d'atterrir. Même s'il essaye, tu ne le dis pas. Hein, donc vous t'essayes pas, tu relèves le défi, tu le prends ou tu le prends pas. Ne t'essayes pas. Si tu essayes, c'est en train de me dire que tu ne crois pas à ce que tu dis. Parce que quand tu y crois, tu n'essayes pas, tu y vas. C'est comme le mec qui rentre sur le terrain et dit on va essayer de gagner le match. C'est pas la peine qu'il rentre. Ou l'entraîneur qui dit bon, ils sont quand même vachement plus forts que nous, essayez de voir qu'on ne soit pas ridicule. On va être totalement ridicule. On perd tous nos moyens. Si le manager il dit attendez, ils sont vachement plus forts, mais nous on a l'agnac. Et eux, ils sont donnés gagnants. Et nous, on a des trucs à démontrer. Parce qu'on va. C'est un match, c'est le match de notre vie, eux c'est un match de plus. On va y arriver, on peut y arriver. Il faut qu'on saisisse nos occasions. Ils sont peut-être plus forts sur le papier, mais nous aujourd'hui on est peut-être plus forts qu'eux. Donc les gars, on y va. C'est complètement différent. Et est-ce que vous êtes dans quel type de management vous, avec vos équipes? Essayez de ramener la commande, parce que ça fait quand même 5% du chiffre d'affaires. Tu vois, le pauvre commercial qui va négocier dans la bagnole, quand il n'a pas la commande, comment il t'en parle? Il prend le virage et dans le mur. Bon. Deuxième point, ils n'ont pas la capacité ou la volonté de prendre des décisions difficiles. Et là, ISO aide beaucoup et le mail aussi. Or, moi, les mecs qui fonctionnent beaucoup en mail pour te mettre en copie, les difficultés qu'ils perçoivent, de la remise qu'il faudrait faire peut-être, pour peut-être avoir la commande. Il faut les reprogrammer, ceux-là. Ça veut dire que quelque part, il y a un moment donné, il y a un problème de capacité, et il y a aussi un problème de volonté. Il y a un problème de volonté de prendre des décisions difficiles. Et c'est vrai quand on a promu un type qui était opérateur et qui devait chef d'équipe. Il a vécu comme opérateur, lui il faut qu'il se fasse admettre comme chef d'équipe. Ça va être compliqué. Et on n'aide pas, on lui dit hop, il va. Et quand le mec il dit ouais la pause, arrêtez d'exagérer, il y a toujours qui lui dit bah attends, quand t'étais comme nous, tu fais comme nous. Donc voilà, et donc il faut avoir le courage, pas uniquement la capacité, quelquefois la capacité, mais c'est beaucoup un problème de courage et de volonté. Il y a trop de gens qui aiment plaire, qui veulent plaire. On ne peut pas plaire tout le temps, on n'est pas que là pour plaire. Et puis, n'apprête pas, c'est vite un nouveau job. Il y a plein de mecs qui sont dans l'ancien. Les mecs qui te parlent de ce qu'ils faisaient avant, dans leur job d'avant. Ils sont toujours dans ça, c'est vrai, ceux qui cherchent du boulot. Ils font chier les recruteurs parce qu'ils te parlent de la longue carrière dans la belle boîte, et maintenant ils cherchent du boulot dans une boîte de merde, et ils sont obligés de se mettre petits parce qu'avant ils étaient grands. Voilà. Et après ils disent mais j'ai pas compris combien ils prennent pas. Ah bah parce qu'on a déjà des problèmes, on va pas embaucher un mec qui en a plein. Il cherche un boulot, mais il cherche un boulot par dépit, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Donc avant de lui faire chercher un boulot, il faut l'aider à définir ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais ce qu'il veut d'abord, avant de commencer par ce qu'il peut. Mais si je trimballe tous mes problèmes quand je vais voir le recruteur, au bout de 3 minutes, ça s'arrête, c'est cuit, c'est fini. On ne peut pas reprogrammer un mec, c'est pas possible, on n'a pas les moyens. Quand on fait des fusions, c'est souvent comme ça. Au bout de 6 mois, il y a toujours un mec qui dit non, avant c'est comme ça. À Air France, il y a encore des mecs qui ont le t-shirt Air Inter. Ça fait 30 ans. Bon. Ils ont le t-shirt Air Inter. Et chez Forestia, il y a encore les sommaires à Libère. Et puis il y a les autres. Et Bertrand Fort. Et quand on fait un audit avec les mecs qui sont pas contents, ils viennent avec les vieux t-shirts. Voilà, pour dire
Nous, on est les anciens de machin. C'était une vraie boîte, là, on est une boîte de cons. Là, c'était une boîte, voilà. 20 ans après, hein. C'est pas si simple que ça. Ensuite, on a ne savent pas établir des partenariats avec le collaborateur et leurs collègues. Ils veulent gagner tout seuls. Ils veulent aller tout seuls. Ils crient sur les gens, ils pensent que ça va fonctionner. Non. Le partenariat est un sujet majeur. Si je suis exigeant avec mes collaborateurs, il faut que je sois aussi capable de dire comment je peux t'aider pour atteindre tes objectifs. C'est vachement facile de fixer des objectifs. Tu peux fixer les objectifs. Tu regardes comment il faut que tu sortes de résultats et tu dis, cet objectif, c'est ça. C'est ce que font les financiers. Hein. Pour sortir le cash, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on gratte tout ce qui est inutile, on tombe plus la pelouse, ça sert à rien, on n'achète plus de bureau, ça sert à rien, on paye plus à boire, ça sert à rien, il n'y a plus de croissance de temps en temps, ça fait des économies. Eux continuent d'aller dans les hôtels 4 étoiles, hein, c'est un autre sujet, c'est pas les mêmes. Bon, mais comment vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas. Comment je t'aide à atteindre des objectifs fous? Comment l'entraîneur qui joue pas, il pousse ses équipes à aller plus loin que ce qu'ils avaient imaginé? Là, vous avez un bon exemple, à Barcelone par exemple, je fais exprès foot pour pas entrer sur votre terrain, vous êtes plus fort que moi donc je vous décale. Barcelone, parce que c'est pas loin, ça ressemble un peu. L'esprit d'équipe, hein. Ils ont des joueurs qui jouent ensemble. Et pourtant ils ont des vedettes au mètre carré, ils jouent ensemble. Le Paris Saint-Germain, ils n'ont aucune chance. Hein. Aucune chance. Le mec il veut tous marquer des buts. Et il préfère pas passer la balle plutôt que lui donner à lui. Voilà. D'ailleurs on le voit au Paris Saint-Germain quand il y a un blessé, le mec il se met sur le banc, il dit ça y est, je vais jouer. Au Paris Saint-Germain, à Barcelone, quand il y a un mec qui se comporte mal, il y a toute l'équipe qui va lui expliquer qu'il faut qu'il arrête. Hein. Donc il y a une solidarité d'équipe, ça se voit. Et en plus, ils jouent au foot. Ils ne sont pas des pros fatigués. La balle, elle est trop loin. Ils jouent tout le temps, ils jouent, et ils aiment jouer. Oui ou non? C'est un modèle pour moi. C'est un vrai modèle, il y a un esprit dans cette équipe. Et pourtant, c'est arrosé de pognon. Hein. Il y a un esprit. Et Barcelone veut être leader de tous les sports. Bon, ils sont un peu sponsorisés. Hein. Ils ont des bons produits qu'on n'a pas. On les cherche. Parce que vous avez vu les mecs quand vous les voyez au début quand ils commencent, puis après à la fin ils n'ont plus les mêmes jambes. Ils ont des trucs comme ça. Bon, tu sens quand même que les produits aident. Bon. Cinquième point, il y a un point très important, ils ne savent pas agir en politique à l'intérieur de l'entreprise. Agir en politique, ça veut dire être capable aussi de naviguer dans des conflits d'intérêts entre les services, les trucs et les machins, hein, même dans une PME. Quand il y a le fils et le père. Côté salarié, il y a le fils et le père. Le père, il est plus dans les affaires. Il a laissé le fils, mais il est toujours là. Les pauvres salariés, ils ne savent pas qui c'est qu'il faut écouter. Hein. Parce qu'ils savent que le fils, il y aller, mais ils savent que le père, il dit non. Donc ils font, on va essayer de le faire, on attend un peu. Et en fait, ils attendent de voir si le vieux, il est d'accord. Mais le vieux, il s'en occupe plus de l'opérationnel. Ça n'existe pas, ça, dans la transmission d'entreprise. Vous rigolez, quoi. Chaque fois que je vois que le pépé, il a encore son bureau dans un coin, et qu'il laisse le fils faire, mais rien qui bouge. J'ai compris que quand même, ça ne peut rien bouger. Le pépé, il s'en va. Il quitte. On ne peut pas être et avoir été. Donc il donne les clés et il quitte. Et de temps en temps, au conseil de surveillance, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, il va aider à faire un bilan à sa place, à sa nouvelle place, mais pas à son ancienne place. C'est chiant les vieux qui décrochent pas. Ils empêchent de faire des trucs. Alors que ce n'est pas une mauvaise intention de leur part. Mais on ne peut pas être dedans et avoir été dedans. Et si je passe le bâton, je le passe. Sinon, je fais semblant de le passer. J'ai vu des trucs mourir qui n'auraient jamais dû mourir à cause de ça. La transmission est un sujet fondamental en France, parce que nous avons tous des vieux capitaines, du superbes affaires, qui n'ont pas pensé qu'il fallait passer la main, qui pensent qu'ils sont éternels. Il y en a un Fabre là, il a 85 balais, il commande tout, même l'étiquette qu'il y a sur l'eau minérale. Et il a que des cadres rétrécis, parce que ça fait 20 ans qu'ils écoutent le monsieur. Quand il n'y aura plus le PP, comment ils vont faire? Pour sortir un des présidents qu'il avait recruté, parce qu'il s'est garé à sa place. Il a viré le mec, l'ancien de Glaxo Wellcome, il l'a viré, hein, une sommité, parce qu'il s'était garé à sa place. C'est même pas le 19e siècle, là, on a attaqué le 17e. Bon, et c'est une boîte extraordinaire, extraordinaire. Ce mec a fait un truc fantastique, indiscutablement. Et puis ils ont du mal à établir un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et ça, c'est un des points critiques. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais je dis simplement, tu ne peux pas réussir ta vie si une vie professionnelle envahit toute ta vie, surtout quand tu es jeune. D'accord? Ou tu choisis entre m'occuper de mes enfants ou développer la boîte. Il y a toujours un con qui dit, il faudrait savoir ce que tu veux, t'occuper de tes enfants ou développer la boîte. Et il y a des cons qui choisissent de développer la boîte. Alors qu'il faut faire les deux, il faut marcher sur ces deux jours. Alors que par moment,
cet équilibre est difficile à trouver, mais c'est quand même marrant que dans une enquête internationale, les gens pointent comme une raison d'échec quand j'ai perdu l'équilibre. Et ce n'est pas l'entreprise qui va vous faire tenir l'équilibre. L'entreprise n'est pas là pour ça, c'est à vous de tenir l'équilibre. C'est pas facile, surtout quand on est patron de PME. Hein. Il y a beaucoup de patrons de PME qui finissent par divorcer. Hein. D'accord? Et pas parce qu'ils l'ont choisi, hein. Parce qu'un jour, madame, elle a décidé quand même que c'était trop con. Surtout quand on vieillit un peu, c'est le matin, quand tu te lèves et que tu te regardes dans la glace, tu dis, oh putain, faut se dépêcher quand même. Hein. Bon. Vas-y, courte. Hein. Bon. Voilà, donc c'est important ça. Il faut travailler là-dessus. Et moi, ce que je vois, c'est un certain nombre de dirigeants, quand ils prennent l'air, quand même, ils sont bien meilleurs et plus en forme pour parler à leurs salariés que quand ils sont envahis dans leur truc. D'accord? Voilà. Alors, si vous voulez que ça marche, eh ben, il faut les aider sur 5 points. Point 1, le rôle que vous souhaitez les voir jouer, et c'est un gros travail que de dire quel rôle je veux les voir jouer. Et notamment, tu es responsable de quoi, jusqu'où, voilà, c'est quoi ta mission, sans que ce soit une mission solo. La mission, elle est toujours liée à la capacité de travailler avec les autres. Hein. Sans quoi, si je suis sur des objectifs, et c'est mes objectifs et les autres, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça, hein, la mission. Les résultats que vous entendez dans 18 mois, pas l'année calendaire, l'année on peut toujours sortir le résultat de façon différente. On a des mecs qui sont fabriqués comme ça, ils restent 3 ans dans une boîte, la première année ils regardent, la deuxième année ils font un truc foireux, la troisième année ils courent. Ils se sauvent. Voilà. Donc c'est très important à 18 mois. Et le rythme pour atteindre ces résultats. C'est pas, on va atteindre ces résultats dans 18 mois. Comment tu vas faire pour les atteindre? Quelles sont les étapes? Et après on va valider, on va regarder les étapes. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça avance? Peut-être ça avance plus vite. Donc je m'associe au pilotage, c'est ça le management. Je suis les objectifs. On a défini comment on allait y arriver. J'ai aussi défini comment je vais les assister. Et on s'est mis d'accord, c'est quoi la mesure de la performance? Et tu ne changes pas la mesure de la performance quand je l'atteins. Tu ne dis pas, ouais mais ça c'est bien, ça je suis d'accord, mais ça tu l'as pas fait, tu m'en as pas parlé. Tu es en train de m'inventer quoi là? Et puis quand on est très malin, on fait du 360, c'est-à-dire on demande aux managers d'être évalués par leurs salariés. Mais oui, ça c'est vachement bien, ça c'est de la maturité. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés disent, moi, mon chef, je l'aime bien pour ça. Il a progressé pour ça. C'est pas, au début, c'est un de gueule, en France, on a toujours un problème quand on questionne les gens. Parce qu'on a une intervention politique. En Angleterre, quand vous dites, est-ce que c'est bien ou pas bien, il vous dit, si c'est bien, il vous dit c'est bien, et si c'est pas bien, il vous dit c'est pas bien. En France, quand tu poses la question, est-ce que c'est bien ou pas bien, le mec, il dit, c'est bien, mais si je lui dis que c'est bien, il va s'arrêter, donc je lui dis, c'est pas mal. Voilà. Parce qu'on a une notion politique dans la réponse aux questions. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. Et dans le Sud, plus que dans le Nord. La notion politique du jeu, jouer avec les mots. Marseille plus que vous, hein, mais vous êtes pas mal. Les Béarnais sont connus aussi pour être assez prégnants quand ils ont pris une décision, il paraît qu'ils l'ont prise. Il y a une grosse flexibilité dans les décisions qu'ils prennent. Socialement, putain, quand il y a un conflit chez vous, c'est un truc qui monte en mayonnaise. C'est ma vision à l'époque. Mais personne n'a fait ça. Alors, c'est quoi être manager? Parce que c'est quand même intéressant de se dire, c'est finalement ce truc, c'est quoi? Si on essaie de résumer. 5 minutes. 5 minutes, voilà. Avant, c'était simple. Hein. Avant, manager, c'était simple. D'ailleurs, dans certaines boîtes, c'est encore comme ça. On ordonne, on contrôle, on sanctionne. En fait, c'est la douane. Il y a la règle, l'ISO machin. Bon, je contrôle qu'il applique la règle, et si ça ne va pas, l'op. Voilà. J'y vais, et si ça va, je dis merci, je donne une prime. En gros. C'est assez simple. Hein. Bon. Avant, c'était aussi comme ça. C'était cours à transmission de la direction. On fait la réunion, on dit voilà la messe que vous allez chanter. On fait une répétition, bon, vous la chantez et après tu la chantes. Bon. Le mode de recrutement, le meilleur professionnel. Et puis c'est compétences techniques acquises à l'ancienneté. C'est-à-dire que les gens, ils sont là. Je crois que c'est bon. Voilà. Donc tu choisis pas. Il y a des boîtes, tu choisis pas. C'est la tournante. Quand Pépé est parti, le fiston est derrière, il dit maintenant c'est à moi. Donc on choisit pas. D'accord? Bon, pas chez vous. Hein. C'était avant. Bon. Faut regarder quand même. Hein. Bon, je vais passer le baratin du consultant là pour passer finalement à la définition de c'est quoi le management. C'est quoi son rôle? Ça va être très simple, ça va être en 6-7 points, peut-être 8, je ne sais plus. Le premier rôle, et c'est intéressant parce que c'est basique mon truc, c'est con comme la lune. Mais déjà, je peux vous dire que quand vous checkez ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, vous allez avoir un paquet de trucs que vous ne faites pas. Donc c'est intéressant de se dire, on est tous d'accord intellectuellement, la question c'est pas d'être d'accord intellectuellement, c'est de vérifier qu'on le fait. La première chose qui est fondamentale, c'est un émetteur. Un manager, il a de la salive. Et il parle aux gens. Et il émet un son. Combien on a de managers qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas, qui ne font pas de face à face, qui ne font pas de réunion de groupe? Combien on a de managers qui ne réalisent jamais leur équipe?
Combien on a de managers qui ne lancent pas le poste? Combien on a de managers qui n'informent pas de façon directe, en temps réel, ce qui s'est passé? J'explique la vision, où je veux aller. La vision. Quelle est votre vision? On veut faire quoi demain? On va s'y prendre comment? Pour obtenir quoi? Moi j'aime bien le projet téléphone là. Je l'adore ce projet téléphone. Pourquoi? Parce qu'il se décline simplement. On est un opérateur pour aider l'entreprise à ce que ça coûte moins cher, on s'adapte aux besoins de l'entreprise sur 11 mois, et pas 12, parce qu'il y a les congés, il ne faut pas beaucoup payer un abonnement. Et 2, on a une mission sociétale. Et en plus, on est du territoire pour les aider dans leur développement. Et on va prendre 4% de tout ce qu'on a gagné, nous, pour le remettre dans le sociétal. Il y a un truc qui s'appelait les glaces Ben et Jerry, ils ont commencé comme ça. Hein. C'est comme ça qu'ils ont réussi à développer ce qu'ils ont développé. Je veux pas le commercial. Comment? Je veux pas le commercial. Non mais et ça intéresse les gens de se dire, j'ai une boîte là qui me baisse ma facture et qui me propose en plus de m'accompagner dans ma citoyenneté et qui me propose d'être RSE quelque part, sans que je m'en occupe. Mais simplement parce qu'il est professionnel, il me baisse la facture et sur la baisse qu'il obtient, il prend un bout pour remettre dans la société et il m'y fait contribuer en partenaire. Putain merde, c'est un projet, ça a de la gueule, moi je sais vendre, ça j'ai envie, ça me plaît, je suis gamin, putain ça a du sens. Ouais. Bah ça c'est vachement bien. Je trouve ça génial. Bon, après, il ne faut pas vous faire piquer l'idée, parce que elle est belle. Il y a des mecs qui cherchent des idées, et celle-là, elle est belle. Bon. Deuxième point, il faut donner confiance aux personnes. On a besoin de donner confiance. Il n'y a rien de pire que d'engueuler un mec, c'est facile. Le mec, il pédale dans la smoule. Comment il peut retrouver confiance? Vous pensez qu'on engueule un mec, il repart au quart de tour, où il n'est pas rétréci, il fait des... D'ailleurs, les enfants, bon, ça marche. Quand tu commences à dire à vos gamins, t'es maladroit. Il renverse son bol tous les matins, il est maladroit, il est comme sa mère. Voilà. Il est maladroit, donc il ne veut pas décevoir, donc il reste maladroit. C'est toi qui l'as fabriqué maladroit, parce que tu as décidé qu'il était maladroit, voilà. Et il l'est puisque tu le dis. On est d'accord ou pas? C'est toi qui l'as fabriqué maladroit. Donc il faut donner confiance aux gens, il faut rappeler les priorités. Il ne faut pas dire priorité, hein, ça ne marche pas. Tu fixes le catalogue des priorités, moi je l'écris, hein, moi je te dis ça on va faire, mais ça on va faire. Donc il faut des priorités rétrécies. Hein. Faciliter le travail de tous. Est-ce que c'est bien équilibré le travail dans les services? Ou est-ce que j'ai un club méditerranéen qui est assez cool dans son activité parce que finalement il a tiré le gros lot, et des mecs qui sont sous, mais sous l'eau quoi. Et définitivement sous l'eau. Et tout le monde est cool, t'en chies à mort. Combien de fois dans des usines je vois une ligne qui tourne à fond la caisse avec des mecs à la machine à café, et l'autre ils marment comme des cons, et les autres ils disent démerdez-vous, c'est cool. Et puis après on dit, est-ce que vous voulez changer d'équipe? Et ils me disent, non, c'est bon. Voilà. Ça, on est dedans là. Est-ce que c'est ton boulot de faciliter le travail de tous? Est-ce que tu fabriques des villages gaulois étanches ou est-ce que tu bouges les gens? Est-ce que tu fabriques des équipes où on va mettre des performants pour entraîner d'autres? Enfin, il y a toute une alchimie, j'ai pas le temps de développer. Le manager donne le ton. Le respect, si le manager est respectueux, il pourra imposer dans l'équipe le respect. L'influence permet un travail d'équipe efficace et serein. Je suis dans l'influence pour donner envie aux mecs à travailler correctement. Et la sérénité, je vous garantis, quand on fait de la qualité, avec des équipes qui savent ce qu'ils ont à faire, on est dans la sérénité. Moi, quand je vais dans une usine où les mecs ils courent partout, moi je sais que là, on n'est ni dans la qualité, ni dans la sérénité. Mais dans des usines où les mecs sont professionnels, ça ne court pas. Et pourquoi? Parce que quand ils se regardent, ils ont pas besoin de dire « Tu veux bien aller nettoyer ?» Le mec il dit « Voilà, une équipe quoi. Une équipe, c'est une équipe. C'est ça une équipe. C'est du mimétisme. » Et ça passe par la capacité qu'a le chef à fabriquer ça. Deuxième point, c'est aussi un récepteur. Hein. Si t'aimais, il faut recevoir. Hein. C'est obligatoire. J'écoute les personnes. Je comprends les problèmes des gens. C'est pas tes problèmes, tu les laisses à la porte, puis tu les reprends en sortant. Hein. Le mec qui a des problèmes familiaux, qui a un enfant en difficulté, qui a sa femme qui s'est barrée, tu ne peux pas lui dire, t'es performant, on te paye pour ça, toi avec tes problèmes, on n'est pas l'assistance sociale. Hein. T'es gentil, voilà. On calme le stress. Très important. Un patron stressé qui fabrique des fous furieux du stress. C'est important. Et puis le stress, il est utile, mais jusqu'à un certain niveau. Vraiment, il y a des fois des boîtes où le mec, il te fout la chkoumoune, c'est catastrophique, quoi, rien qu'à voir sa tête. Bon, j'ai même des mecs qui m'appellent au téléphone, ils disent pas bonjour, ils disent on en est où ce dossier machin. Moi je m'arrête et je dis bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me dit excusez-moi, j'étais un peu énervé. Bon, voilà, mais oui, ok, ça peut arriver, mais bon, ça m'arrive aussi moi, quand je suis sur le quai de la gare à la SNCF et que je cours après mon train, je suis là, je chope avec la SNCF comme je les aime beaucoup.
Voilà. Je suis au permis de la SNCF, je dis, il est où le train? Il me dit, bonjour monsieur. Et je dis, excusez-moi, bonjour monsieur, il est où le train? On a tous besoin de se revoir, se voir pédaler, parce qu'on devient très con si on fait pas gaffe. Tous entendez, avec plein de bonnes intentions. Aider à prendre du recul. Alors ça, c'est le vrai problème. On a deux types de problèmes. On a les boîtes où il faut dire au patron, ça serait bien que tu t'engages un peu, mais c'est rare, parce que ton boîte là, elle est morte. De temps en temps, moi je suis plutôt en train de dire, tu sais, si tu prenais un peu de recul pour te regarder pédaler et les regarder pédaler, je crois que tu apprendrais mieux. C'est ce que disait Antoine Riboud, avec qui j'ai travaillé longtemps, que j'aimais bien. Il me disait toujours, moi je pose une question, douche ou bain? Douche c'est rapide, bain tu réfléchis. Et moi je suis pour faire une prime des cadres, une prime de bain. Parce que les bonnes idées, ils les ont eues partout sauf au travail. Les grandes idées ont toujours été développées partout sauf au boulot. Non, ça vous est jamais arrivé, vous, d'être en train de marcher sur la plage, là, votre belle plage, j'espère que vous marchez de temps en temps, là, parce que ça vaut la peine, avant qu'on vous la retire et qu'on la privatise, pour la donner qu'aux riches. Marchez là, et puis profiter du paysage, et tout d'un coup, jaillit un truc que ça fait déjà 2 mois que tu es dessus, tu ne sais pas comment tu vas faire, et tout d'un coup, tu dis, c'est ça qu'on va faire. Ça s'est éclairé. Voilà, tout d'un coup, tu ne sais pas te dire pourquoi. Ça vous a jamais arrivé ça? Et en général, les bonnes décisions clés, elles se sont passées ailleurs que la réunion de la décision clé. La réunion de la décision. J'ai travaillé avec François Michelin, il avait des mecs qui arrivaient dans son bureau à 18h qui disaient, c'est important, il faut prendre une décision. Il les regardait, il disait, demain il fera jour. Le mec il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Demain il fera jour. Voilà. Et ben souvent, une décision importante, c'est du pipeau. D'accord? C'est du pipeau. C'est des mecs, pour se rendre important, ils disent que c'est important. C'est tout. C'est eux qui sont importants, pas la décision. Prendre du recul, et puis, proximité. Bon, j'accélère, parce que je vais me faire engueuler. Ensuite, il doit être catalyseur du succès. C'est-à-dire que c'est une machine à succès. C'est une machine à performance. Je suis en éclaireur, et je te dis, tu peux passer, on va y arriver. Et quand on est passé, on dit, les mecs, on est génial. On est une équipe géniale. Ah, c'est ça le mec, c'est ça le management. Et puis, je sais piloter les processus de groupe. Quand je fais du changement, je sais évidemment que tout mec normaux, quand tu dis on va changer les gars, il te dit non, c'est bien comme ça, on a déjà du mal. C'est la vie normale. Ta femme aussi, elle te dit toujours ça. Elle dit arrête de changer. Ta femme, elle te dit aussi de communiquer. C'est ça qui est terrible quand tu rentres, tu dis je me suis fait communiquer toute la journée dessus. Bon, ça va. Et quand elle te dit tu te rends compte, dans ma boîte, on me dit qu'il faudrait que je communique. Et là, ta femme te dit, moi, ça fait 20 ans que je te le dis. Tu vois, c'est un côté un peu difficile. Côté un peu difficile. Donc, catalyseur du succès, c'est un point important. Vraiment important. On célèbre les succès. On éclaire pour aller plus loin. On montre que c'est possible. Et par exemple, on fait une exposition des vieux produits. Dans la téléphonie, par exemple, quand vous mettez les années de la production des téléphones, vous vous rappelez du Motorola portable qui faisait 7 kilos? Qu'on est allé pour montrer qu'on en avait un portable. Bon, c'est pas vieux, ça, à l'échelle de l'histoire aujourd'hui. On voit l'évolution du monde du téléphone. Quand vous êtes capable de faire une exposition dans une salle pour dire en 80 on fabriquait ça, les téléphones à pièces. Aujourd'hui on fabrique ça. On a su le faire. Donc on a eu du succès parce qu'on a su le développer. Combien il y a de boîtes qui font encore la même chose de la même façon aujourd'hui, il y a 10 ans? Personne ne fait la même chose qu'il y a 10 ans. Même si on est dans la même activité, on fait radicalement des choses différentes. Comment on visualise ça? Pour que les salariés mesurent qu'ils ont su le faire, on saura le faire, on va arriver à le faire, et pas on ferraille. Même si dans un premier temps, on ferraille. C'est un élément stabilisateur, c'est-à-dire quand le vent souffle fort, il tient debout. Ça, c'est colonne vertébrale du dirigeant, vrai sujet. Capable d'avoir les ressources pour aller chercher l'énergie qu'il faut pour calmer la troupe. L'exemplarité, c'est un sujet majeur. Alors là, on ne vous laissera rien passer sur l'exemplarité. On est dans un pays où on a perdu à cause de l'exemplarité. Ce syndicaliste qui passe à la télé, qui est un mafieux, malfrat, le type qui a cassé la sous-préfecture de Creil. Il dit, on m'a dit en tant que syndicaliste qu'il fallait que je montre l'exemple. Ceux qui me l'ont dit, c'est Mam, elle habite pas loin d'ici. Enfin, elle n'est pas loin d'ici. Mam m'a demandé à ce que je sois condamné. Et Wörth a autorisé mon licenciement. Voilà, point. La messe est dite, hein. Wörth, il n'est pas jugé, mais la messe est dite, hein. Voilà. Bah, dans l'entreprise, on dit, on nous a fait un plan de réduction des coûts, on a failli y croire, et le patron, il a changé de bagnole. Il a acheté une toute neuve, la grosse, la dernière. Alors, il a le droit. Il a le droit, il fait ce qu'il veut de son pognon. Ouais. Sauf que, non, il y a une erreur de casting. Même si tu l'expliques, on a renégocié.
et on a obtenu un bon prix, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en termes de symbolique, ça ne fonctionne pas. Et puis, si toi tu as une colonne vertébrale, tes principaux collaborateurs en avoir une. Ça veut dire formation, développement, échange, ça veut dire croisement des compétences. Je vais voir les autres comment ils font, qu'est-ce que je peux apprendre. Ils viennent voir, j'écoute ce qu'ils disent, qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qu'ils voient de bien chez nous. Parce que des fois, je n'ai pas conscience. Chez moi, je n'ai pas conscience de ce qu'on fait bien. C'est les autres qui me disent ce qui est bien. Ce que faisait très bien. Il y en a un qui est dans ma boîte pendant un jour et puis il me dit ce que j'aime bien dans ta boîte, c'est ça. Ce que je trouve qu'il faut que tu progresses, c'est ça. Puis après, c'est l'autre qui vient et il me dit ce que j'aime bien dans ta boîte, c'est ça. Là où il faut que tu progresses, c'est ça. On apprend beaucoup plus que autre chose. Et pourquoi on aurait besoin de consultants pour faire ça? C'est bien, ça c'est pas bien. Et puis, transformer les façons de penser. Il faut expliquer les situations. Il faut former les personnes à raisonner plus large que leur petit bout du nez. Pourquoi? Parce que leur activité, c'est pas large. Donc il faut donner de la largeur, il faut montrer, il faut développer l'intelligence, élever le débat, rappeler le sens des actions, donner de l'énergie. Moi je suis effaré par les Japonais, je travaille pour Toyota, je suis effaré par les méthodes japonaises de transmission d'énergie. Alors eux c'est la version militaire à la japonaise. Mais enfin, ils constatent, je vous donne un exemple, ça ne marche pas du tout en France, ils constatent que les blessures sur les lignes de fabrication le matin à 6 heures, les luxations de l'épaule, du bras, etc., sont dues au fait que les muscles ne sont pas chauffés. Donc qu'est-ce qu'ils proposent? Problème, c'est les muscles ne sont pas chauds, qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'avant de monter dans l'usine, tout le monde trempe dans des bains de cire, ses mains pour réchauffer. Émeute! Émeute! Or, techniquement, on a moins d'incidents si on chauffe ses muscles. Je ne parle pas des accidents du lundi. Genre le mec il joue au rugby et le lundi, il est arrivé à 6h01, il a glissé sur le parking. Tu vois? Et il s'est fait une entorse. En fait, il l'a travaillé tout le dimanche. Voilà. Et puis il passe à la boîte, l'entorse. Et puis il y a une boîte, une association qui les couvre. Sportif, tout bien. Je rigole. Voilà. Alors, le profil type, on ne va pas en parler. Je vais terminer par ça. Comment on reconnaît ce qu'est une équipe? Puis j'aurai fini. Il y a 8 critères. Premier, là on est, c'est quoi une équipe? Parce que ce qui est important, c'est quoi un manager, c'est quoi une équipe? Premier point, une équipe, c'est ceux qui sont capables de construire un consensus. Alors le consensus, c'est pas le consensus mou. C'est on s'est battu pour son point de vue. Et on s'écoute. Mais à la fin, on prend une décision qui tient compte de... Parce que si Albert, aux achats, il me dit ça, je ne peux pas dire, putain, il fait chier avec ses achats à la con. Bon, je suis obligé de dire, pourquoi il me dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire, compte tenu que toi tu me dis ça, mais moi j'ai ça. Comment on peut faire? Voilà. Et on est forcément dans le consensus. Parce qu'on poursuit les mêmes objectifs. On n'est pas en silo. Donc, premier point, une équipe a la culture du consensus. Une équipe où on sait s'engueuler sainement pour défendre un point de vue, mais on sait aussi trouver l'ajustement. En tout cas, on sait que même si mon avis n'a pas été retenu, une fois que la décision est prise, je l'applique. Et je ne viens pas dans mes équipes en disant les autres cons, là, ils sont pas. Voilà. Très important. Et ça existe même dans la PME. Deuxième point, la confiance. Rien ne peut s'établir si je n'ai pas confiance. Nous sommes dans un drame dans notre pays sur ce thème de confiance. On ne sait pas si ce qu'on nous dit est vrai, parce qu'on pipote dans tous les sens. Un coup, le triple A, c'est une catastrophe, et puis finalement, ça dépend. Voilà. Un coup, alors après, je ne parle pas des mecs qui voient qu'il n'y a pas la crise. Le lendemain, j'irai voir Merkel pour dire on recommence la discussion. J'ai une vision du monde qui est totalement folle, qui doit effarer les Allemands. Je peux vous assurer qu'un Allemand, c'est un contrat est un contrat. La parole d'un État est la parole d'un État. Et qui voit que l'autre il dit ah moi si je suis élu, je vais voir Merkel. Et je lui dis on arrête les conneries, on reprend à la base. Et j'explique aux Anglais qu'il faut être plus européen. Putain, on est mal barré. Hein. Là, tu comprends que tous les internationaux, même les Italiens, sont en disant oh pire que nous. Là, on va ressembler à la Grèce, là. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus de parole, il n'y a plus d'engagement, et on est dans un débat franco-français sur un sujet international. Hein. On est dans une gravité à cause de ça. Parce que les jeux politiciens sont plus forts que l'avenir du pays, du bien commun. Et que ça, on l'a perdu. Mais est-ce que vous l'avez encore dans votre boîte? Et comment vous le vérifiez que vous l'avez? Et il y a des points. C'est comme dans un couple, hein. Les moments de confiance, il y a des moments de vérité sur la confiance. Vous pouvez questionner Strauss-Kahn là-dessus. À mon avis, il a des idées. Troisième point, la franchise. C'est mon patron, il communique bien, mais mon patron, il sait me parler. Il sait dire où il veut aller, mais il sait comprendre pourquoi on a du mal. Ça, c'est clé. Empathie, c'est un point fondamental.
savoir parler à ces gars. Dans le domaine militaire, par exemple, on voit les grands qui ont vécu des moments très difficiles, ils savent parler à leurs gars. Vous imaginez quand même les pompiers qui montent dans la tour à New York, ils savent que c'est dangereux. D'accord? Pourquoi ils montent? Parce que c'est leur métier, mais surtout parce qu'ils sont animés par un mec qui leur dit les gars, on y va. Ouais, d'accord? Si t'as le chef qui dit les gars, vous y allez, moi je reste en bas et je vous dis ce qui se passe, je pense qu'il n'y a personne qui monte. D'accord? Et en même temps, c'est leur boulot. Et ils sont très mal payés. Ils sont très très mal payés, les pompiers de New York. Donc on voit bien que la mission, pour des gens, ça a du sens. Parce que je suis fier de ce que je fais, parce que ça a du sens. Le GIGN, quand il rentre dans l'avion, il sait que c'est dangereux. Il y va. Mais ils ont une confiance en eux, toute l'équipe qui intervient, ils se connaissent par cœur. Et ils ont confiance totale dans la capacité que l'autre ne me lâchera pas au milieu du nez. Ça se construit la confiance. C'est pas parce que tout d'un coup on a dit confiance, qui est d'accord, on vote, on est tous d'accord. Super, on est confiant. Voilà, on est en confiance, c'est confiant. Ça marche pas comme ça. La confiance, c'est dans l'épreuve que tu l'as. D'accord? Voilà. Et la franchise, point clé, hein. Quand tu me pipotes, aujourd'hui tout est transparent, tout se sait. Donc les pipoteurs, ils tiennent pas l'entrée. Tu es en train de vendre ta boîte, puis tu dis non, non, il n'est pas question de céder l'entreprise. Tu as le financier qui est là, qui dit ah bon, j'ai fait les tableaux pour rien. Bon. Aujourd'hui, l'entreprise, notamment la petite boîte, tout se sait, hein, c'est clair. Donc franchise, c'est important. Respect, point clé. Quitter pour me crier dessus. C'est parce que tu me payes que tu veux me crier dessus? Comment je peux accepter que les gens s'engueulent? Comment s'engueulent de façon inacceptable? Quand tu s'engueuler, on peut s'engueuler sainement, c'est pas. Il y a même des gens qui jettent des agrafeuses. J'ai déjà assisté à des trucs absolument fous, hein, moi. Dans le transport, on n'est pas choqué. Le mec qui dit ouais non, c'est pas grave. Le mec qui dit le mec il était énervé, il a tapé dans le mur, il m'a pété la cloison, et je dis qu'est-ce que t'as fait? Mais il me dit j'ai mis un câble. Tu sens quand même que là on est dans le management puissant. Le respect c'est un point. Alors avec les jeunes générations, le respect c'est le point majeur. Respect et équité, deux points clés. Comment tu me traites, comment tu me regardes, même si je suis homosexuel noir. Et homosexuel noir. Bon. Je veux dire, et j'ai vu que c'était quand même pas très noir par chez vous. Hein. C'est entre vous là que vous restez. Hein. Je veux dire, les Espagnols sont tolérés dans le business, mais bon, vous n'êtes pas très en avance sur l'évolution de la société. Hein. Je vous le dis gentiment comme ça, mais ça va être un problème. Hein. C'est sympa le village gaulois, mais si vous voulez vendre aux autres, il faudra accepter aussi qu'ils viennent, hein, parce que ça va devenir compliqué. Mais le respect est un sujet majeur. Est-ce que je respecte les musulmans? Je ne dis pas que tu n'as pas de mal avec eux. Est-ce que tu respectes? Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Mais est-ce qu'ils nous respectent? Comment on se bat pour le respect mutuel? C'est difficile hein, comme sujet, je peux vous dire. Hein. Quand on a des mecs qui travaillent dans une boîte et qui veulent faire la prière, c'est compliqué hein, pour manager le sujet. Ah, tu peux leur dire, hein, t'es pas là pour faire ta prière, hein, mais s'ils sont 500 et toi t'es 2, c'est pas comme ça que ça va le faire. Hein. Le mec il dit, j'ai une grève, je lui dis pourquoi t'as une grève? Ben je sais pas, je lui dis qu'est-ce que t'as fait ce matin? Bon, on a un peu rangé l'atelier, oh j'ai dit putain t'as rangé les cartons. Ben il dit ouais, ben c'est la mosquée, il faut remettre les cartons, ils remettent le boulot. Moi comme tu déconnes, j'y remets les cartons, à peine ils disent entre le boulot. Ben oui t'as remis la mosquée. Bon, après on peut me dire, ah chez moi il n'y a pas de mosquée, faut pas me prendre pour un con, d'accord? Etc., etc. Mais bon, c'est pas votre sujet, puisqu'ici, il n'y en a pas. Le cinquième point, le souci de l'autre. Le souci de l'autre. Est-ce que quand ta fille a eu le bac avec mention, je suis heureux pour toi et je te le dis? Ou pas? Est-ce que quand t'enterres ta mère, je suis pas là en disant, ah bon, elle avait quel âge? 82 ans? Ah ben c'est une belle, j'aimerais bien mourir à 82 ans. Elle est morte comment? Dans son lit, putain, je rêve de ça. Bon, et on est où sur le dossier? Voilà. C'est où qu'on est là? On est où là? Qu'est-ce qu'on va, on fabrique comment? Qu'est-ce qu'on a comme salarié quand on fait ça? Mais quand on est entraîné dans notre spirale que du business, on oublie qu'il y a des gens. Derrière l'activité, il y a des gens. Il y a des humains avec la patte humaine et leurs difficultés. C'est très important. Et vous savez que ça se mérite, c'est un problème de relation. J'aime beaucoup quand vous offrez un bouquet de fleurs à votre femme. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'elle te dit, pose ça là, tu vois bien, je suis occupé. Et une deuxième hypothèse, j'ai pas un vase assez grand. Et une troisième hypothèse, tu as quelque chose à te faire pardonner. On voit bien que le problème, c'est la relation. Et quand tu as ta petite gamine qui a 3 pommes, qui va cueillir 2 pissenlits et un coquelicot pourri, la maman, elle pleure, tu sens quand même qu'il y a un décalage horaire. Et le décalage, il est quoi? Il est dans la relation, et pas dans le contenu du bouquet. Et ça se termine par, putain, j'ai mis 100 €, elle n'est pas contente. Hein ben oui, mais c'est pas les 100 €, ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la relation, c'est le sens de la relation, c'est le point clé. Et dans l'entreprise, il ne faut pas perdre ça, c'est clé. 6e point, est-ce qu'on sait collaborer? Et là, on voit, est-ce qu'on partage des informations? On est dans l'entreprise, on a des outils technologiques aujourd'hui qui permettent véritablement des échanges en temps réel. Les wikis et autres trucs. Combien d'entreprises ont des wikis?
L'entreprise est dépassée sur le plan technologique. Elle était en avance, elle est dépassée parce qu'elle est devenue soviétique. On en est encore à contrôler les spams, à se protéger de l'extérieur. Et du coup, en se protégeant de l'extérieur, j'arrive pas à envoyer des mails à des mecs que je veux envoyer, parce que si j'en envoie 2, tout est bloqué. Bon, il me dit, qu'est-ce qu'il faut que je te fasse? Je t'envoie un fax? Il me dit, envoie un fax. Bon, dire, au bout d'un moment, les mecs, ils sont devenus tellement fous à l'informatique qu'on finit par recevoir rien. Bon, et là, c'est bien, on a gagné. Bon, et je parle pas de ceux qui font des erreurs de clic. Hein, au RH, une erreur de clic, et on donne la paye à un fichier de tout le monde. Bon, comme il n'y a pas un mec qui est payé pareil, vous voyez l'émeute dans laquelle on est. Est-ce qu'on partage l'information? Est-ce qu'on partage les outils? Est-ce qu'on partage les ressources? Est-ce qu'on travaille dans les services gagnant-gagnant? Ou est-ce qu'on travaille en disant ça fera plus bien la qualité? Les palettes là, j'en ai mis plein, j'en ai dit c'est de la merde, voilà, hop, alors qu'est-ce qu'on fait la qualité? Ah ben on les envoie quand même, ah ben je t'avais dit que ça servait à rien. Parce qu'avec le client là, on lui envoie un truc merdique, voilà. Et ça sert à rien ta qualité de merde, puisqu'on lui envoie, voilà. Et le responsable de produit, tout ça c'est des cons, on laisse, on fait comme d'habitude, voilà. C'est comme ça ou autrement? C'est ça qui m'intéresse dans la boîte, c'est pas blablabla ISO 2002, 26 000, je m'en fous moi de ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière 26 000? C'est le problème de la qualité, je m'attache par la qualité. On est mal barré là, hein. Bon. C'est important de se dire comment on bosse ensemble, entre nous. Quand il y a un client qui gueule, est-ce qu'on met combien d'heures pour dire qui c'est qui va y aller? J'ai vu des trucs homériques, hein. Faut aller voir le client au tel parce qu'on a planté un machin. Quand maintenant? Ouais, maintenant. Putain, c'est 700 km. Bah dis ouais, c'est un client de 700 km, ouais. Moi je peux pas y aller. Lui non plus, personne. Voilà. Et à 18h, tout le monde dit bon bah bon courage, hein, démerde-toi. T'es chez Favi, moi le plus beau truc que j'ai vu chez Favi, boîte exceptionnelle, que je suis depuis 20 ans, le plus beau truc que j'ai vu chez Favi, c'est un soir, il y a un client qui devait venir, mais l'avion, il avait été annulé, puis en fait il n'avait pas été annulé. Mais nous on pensait qu'il était annulé. Il se pose à Roissy, il est 11h du soir. Il téléphone à la boîte. Et il tombe sur la femme de ménage. Et la femme de ménage, elle dit, vous êtes où? Bah, il dit à Roissy, il dit, je viens vous chercher. Moi, je ne sais pas que c'est la femme de ménage. Le lendemain, on voit le mec, il nous dit, c'était qui la femme qui est venue me chercher? Parce que quand elle me parlait, je ne comprenais pas tous les mots. Ben, on dit, c'est la femme de ménage. Le mec, il dit, c'est la femme de ménage qui est venue me chercher? Bah oui, c'était la seule disponible. Ah bah, vous m'excusez, hein. Quand vous parlez du sens du client, y compris la femme de ménage qui n'est pas sous-traitée, elle a compris que le client qui faisait dire la boîte, il fallait s'en occuper, eh ben on est quand même dans un niveau de conscience de la relation client qui dépasse toutes les limites. D'accord? Autre exemple, jamais on plantera un client. Jamais on plantera un client. On respecte le juste à temps. La pauvre Valérie, elle vient, elle dit, j'ai oublié de commander un camion, on va planter un client. Il dit, non, on va planter un client. Prends un hélicoptère pour le vrai client. Le patron, il appelle, il dit, toi t'es fou, ça pouvait attendre. Il dit, toi ça pouvait attendre, pas moi. Si moi la règle c'est juste à temps, tous mes salariés, ils doivent fonctionner au juste à temps. Donc il n'y a pas d'exception. On est au juste à temps, les ressources humaines ne sont pas au juste à temps. Tout le monde est au juste à temps, sauf les ressources humaines, on n'a pas eu le temps, on va le faire plus tard. Mais t'es fou toi, on est tous au juste à temps. Ça fait partie du jeu. Etc. etc. Donc collaboration, reconnaissance significative et récompense, ça c'est clair. Formel, informel, monétaire, pas monétaire, esprit de groupe, élan. Moi, dans mon indicateur de signaux faibles, il y a un premier truc, c'est est-ce que ça rigole chez vous? Ça, c'est mon premier indicateur de la semaine, quand je me recule et je me dis, est-ce que ça rigole? Très important. Tu as déjà un mec qui te dira, on n'est pas là pour rigoler, donc tu sais que le premier, il n'est pas où tu crois. Il y a un autre mec qui te dira un autre truc, il dit, vérifie un truc, ça peut rigoler, mais ça rigole de toi ou avec toi, c'est pas pareil. Fondamentalement, dans une équipe de travail, ça rigole. Si ça rigole pas, c'est pas ça. Donc c'est un indicateur clé. Est-ce que ça rigole? C'est une mesure d'ambiance. Ah, c'est tout, c'est con comme la lune. Ben, vérifie-le. Le 8e point, on aura fini, c'est que mon équipe performante, elle a de l'influence au sein de l'entreprise. Elle n'est pas l'équipe exemplaire qui en fout plein la vue aux autres. Elle est l'équipe qu'on a envie d'imiter. Mais c'est une équipe qui donne envie aussi aux autres à changer. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire dans un temps raisonnable, en espérant que vous pourrez en tirer une ou deux idées, mais c'est pas de tirer une ou deux idées, c'est une ou deux idées que vous mettrez en œuvre avec la façon dont vous avez envie de les mettre en œuvre. Et donc le copier-coller ne marche pas, vous avez bien compris. C'est vraiment cette dimension humaine qui va faire qu'on y arrivera. Si on ne sait pas développer cette dimension humaine, on n'y arrivera pas. C'est ma conviction, merci à vous.